Et bonsoir, nous sommes le 28 mars à Paris, il est 19h, bienvenue dans Tunnel. Cette semaine, j'ai adoré fêter les 5 ans de la page de mèmes qui a changé ma vie. Je crois que souvent on s'engage pour changer la noirceur dont on ne saura jamais complètement éponger la trace, en énergie, qui cherche à épargner à d'autres les mêmes douleurs. Un jour, après plusieurs années de terrain, j'ai choisi l'humour. Et donc, même pour Cool Kids Féministes, c'est le nom de cette page, ça fait 5 ans que ça dure, 5 millions de visiteurs par mois. La seule page de mèmes française répertoriée sur Know Your Meme, le site de référence mondial de cette culture Internet. Ce qui n'est pas peu dire parce qu'on sait qu'absolument tous les pans de la culture Internet sont quasi exclusivement masculins. Donc je me réjouis quand même de cette victoire française. Des hashtags qui ont changé plein de choses, des centaines de milliers d'abonnés, beaucoup de rage, de force, d'amour. Donc merci. Cette semaine, j'ai détesté ma bonne vieille associée, tout est lié, l'anxiété. Un vase qui déborde et n'irrigue pas forcément les zones responsables. Un bourdonnement interne suite à trop de flou, qui vient questionner en boucle, yeux ouverts sur plafond blanc, tout ce qui tient pourtant la route. L'envie d'un Doliprane qui enlève les gênes mentales pour ne pas se laisser entraîner dans ses eaux saumâtres. Oh, j'ai bien appris à vivre avec depuis ces quelques années. La reconnaître, tâcher de ne pas l'écouter. Mais n'oubliez pas, si vous aussi ces onglets parasites s'ouvrent en boucle dans votre esprit et l'empoisonnent, respirer ne suffit pas. Parler. J'ai découvert le mode ne pas déranger cette semaine, une façon de temporiser différemment notre rapport à l'hyperconnexion. Le plaisir de consulter ses notifications uniquement quand on en a le temps et l'envie. Et enfin, cette semaine, j'ai écouté en boucle, après avoir questionné mes abonnés, pas mal de chansons d'amour dont l'intemporalité, un peu comme la physique quantique, vient m'apaiser là où ça frise. Et alors j'ai réfléchi à ce que ces chansons viennent nous enseigner. Et pourquoi elles nous manquent, ou pourquoi elles nous marquent. Quelles scènes nous rappellent-elles ? Pourquoi le cinéma les a-t-il autant montrées ? Quelles sont les figures imposées de ces scènes illustrées par des chansons qui nous ont marquées ? Les comédies romantiques ressemblent-elles à la réalité ? Y a-t-il un mode d'emploi pour les fabriquer ? Faut-il tout garder ? A-t-on droit au kitsch ? Pour se demander pourquoi ma large communauté a classé parmi ses comédies romantiques préférées The Holidays, Love Actually et La La Land, que je n'ai pas vu. Je suis entourée ce soir d'une belle tablée. Tout d'abord, à ma droite, Nash. Tu réponds au joli prénom d'Anna, je ne vais pas dire le contraire. Tu écris depuis tes 8 ans dans un cahier que t'a offert ta grand-mère poétesse. Et chanteuse, tu as déjà 4 albums au nom poétique à ton actif. Nash, L'Aventure, Piano-voix, puis Peau neuve, le dernier en 2023. Est-ce que tu peux nous parler de ce millefeuille de projets et comment est-ce que tous ces albums viennent s'articuler entre eux ? Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous. Alors moi, je suis une hypersensible, hein, évidemment, j'imagine comme beaucoup de gens qui nous écoutent et autour de cette table. Et donc, j'étais assez... je savais pas exactement ce qui se passait en moi quand j'étais petite et je savais pas comment l'exprimer. Et je me disais qu'il fallait absolument que je trouve un médium pour essayer de trouver un sens à ma vie et une place. Et je me suis rendu compte que la voix, chanter, créer des mélodies, mettre des mots sur ces mélodies, allait me permettre de déceler ce qui se passait en moi et de pouvoir peut-être me relier à l'autre et me relier au monde et trouver une place dans ce monde. Donc en fait, voilà, j'ai écrit des poèmes qui sont devenus des chansons, qui sont devenus des albums, qui sont devenus des spectacles, qui sont devenus aussi maintenant des podcasts. J'ai créé même un livre oracle un peu poétique et philosophique et tout ça. Et voilà, j'ai trouvé un moyen de me mettre au monde. Et en 2015, tu fais une tournée en famille avec ton père et tes frères, Louis, Mathieu, Joseph, Chédid, nommé aux Victoires de la musique pour meilleur spectacle, dans la catégorie meilleur spectacle musical. Ouais. Et tu as aussi reçu cette même année le prix Raoul Breton, décerné par la SACEM. Ouais. Et ce soir, à nos côtés, tu vas nous interpréter un titre a cappella. Quel va être ce titre ? Comme on parle de la thématique de l'amour et tout ça, je voulais vous interpréter Le cœur qui explose, qui est un morceau sur l'album Peau neuve, le dernier album. Nash, bienvenue. À tes côtés, Annelie Victoire. Tu es journaliste. Entre Têtu, Les Inrocks, La Déferlante, Mademoiselle, est-ce que j'en oublie ? Le Monde, Télérama. J'en oublie beaucoup, donc. À peu près tous les journaux de France et de Navarre, en tout cas ceux qui sont recommandables. Ouais. Après avoir fondé l'association et médias culturels Pia Média, autour des cultures LGBTQIA+, et animé le podcast documentaire Tarenne sur les histoires avec un grand H queer. Tu signes ton premier livre, Rien à perdre, sur la quête de l'identité à la sortie du coton confortable des illusions de l'enfance. Est-ce que c'est un livre sur toi ?
C'est une autofiction qui est sortie l'année dernière, une histoire de quelqu'un qui vient de la campagne et qui monte à Paris, comme on dit, quand on vient de la province, on monte à Paris, et sur la question de l'identité, de la découverte de soi, de la passion toxique, l'amour qui fait mal et l'amitié qui sauve la vie. Voilà. Par hasard, dans les personnes que j'ai reçues récemment, il y a eu beaucoup justement de personnes queer qui sont issues du monde rural. C'est un sujet en plus dont on a déjà discuté, toi et moi. Est-ce que tu penses qu'il y a une nécessité à vraiment représenter ces parcours, donc qu'ils soient gays, lesbiens, trans, hors Paris ? Oui, carrément. Dans toutes les représentations qu'on a, en série, en film, en livre, on parle beaucoup de personnes queer à Paris. C'est un peu l'épicentre et il y a aussi ce truc-là d'ascension vers Paris, de vouloir se réaliser à Paris, puisque c'est là que se trouve la communauté, les lieux de vie, les espaces, les bars, la Pride, les soirées, etc. Donc il y a une forte concentration à Paris, comme dans les autres capitales. Et on manque de ces récits à la campagne, dans les zones rurales, les petites villes, la banlieue, tous ces territoires qui ne sont pas Paris. Et on sait que même si on grandit à une demi-heure en RER de Paris, c'est pas Paris, quoi. C'est pas pareil. Et on n'a pas trop ces histoires-là de queer des champs, et c'est important de les montrer. Et Anne-Lie, tu as pu faire des articles en plus sur justement, évidemment, toute cette culture queer, mais aussi toute la pop culture et qu'est-ce qu'elle vient infuser là-dedans, notamment Titanic. Oh mon Dieu. Voilà, on va pouvoir en parler oui. très longuement ce soir, je pense. Anne-Lie, bienvenue. Merci. Je me tourne à la gauche de ce plateau. Sénamo. Yes. Tu nous viens de la scène rap bruxelloise. Totalement. Où tu as fait tes armes entouré de ton groupe Las Malas. Et après, déjà plusieurs projets solo, dont le premier, Des lendemains sans nuages, en 2013. Tu reviens en cette fin mars avec un nouvel album, toujours solo, Un cauchemar avant le jour d'après, qui parle de mélancolie, d'amour perdu, de regret, tout en noir et blanc et en introspection. Tu vas nous en faire un extrait ce soir. Ouais, exact. Lequel as-tu choisi ? J'ai choisi Sadhguru et c'est ouf parce que la thématique s'y prête particulièrement, je trouve, parce que voilà, ça parle d'amour perdu, d'espionnage, de gossip, de réalité en fait, de ce qui nous arrive et aussi de cette dualité entre l'homme et la femme, le blanc, le mal, le bien, le noir. Ce 50-50 qui fait 24 heures et 12 heures dans une journée, de nuit, de jour. Je trouvais ça important d'en parler et ça représentait bien et reflétait bien en tout cas mon état d'esprit de ces derniers temps. Et justement, en parlant de dualité, est-ce que tu penses qu'un film puisse être une complète comédie romantique ou une complète tragédie romantique, ou que les deux sont toujours un petit peu mêlés finalement, si on cherche à représenter la vie fidèlement ? Je pense qu'il y a un côté tragique dans la vie, quoi qu'il arrive. On vit tous des traumas, on a tous notre passif, on a tous des choses à régler, je pense. En tout cas, des livres à réouvrir qui sont bien poussiéreux et qu'on ne voulait pas réouvrir. Et je pense que ça fait partie du jeu. Et ouais, je pense que les films, ça reste des représentations, des vulgarisations un peu de ce qui se passe, parce que c'est tellement personnel, j'ai l'impression, et tellement singulier, les sentiments qu'on peut éprouver, que je pense que tout le monde a sa place pour en parler. Et justement, je pense que des liens peuvent se créer, des personnes peuvent se reconnaître dans la singularité d'une autre personne. Merci Sénamo et bienvenue. Avec plaisir. Et enfin, pour compléter cette table, Alice Rebaud. Salut. Tu es journaliste au Monde et autrice du très remarqué ouvrage Nos puissantes amitiés, paru en 2024 aux éditions La Découverte. Bouquin dont je m'étais délectée paragraphe par paragraphe. Et je m'étais, j'avoue, frappé la tête parfois quand certaines phrases faisaient tilt, comme ce passage où tu évoques en fait les amitiés entre filles comme trop souvent mises au service de la relation de couple, de la sacro-sainte relation de couple, avec des témoignages. À titre personnel, j'ai souvent joué le rôle d'ami coach pour mes amies blanches. C'est ainsi que les couples hétéros se maintiennent, grâce aux femmes qui y travaillent avec l'aide de leur entourage, sauf de leur conjoint. Ce qui est soulevé par Christelle Murula dans son livre Amour silencieux que tu as cité. Et en fait, tu viens réexpliquer ces débats, finalement, combien de temps passe-t-on à parler et débattre des hommes et d'amour entre copines, des heures qu'on pourrait consacrer à toute autre chose.
Donc j'ai trouvé ça super intéressant parce que ça venait questionner finalement des angles morts, un peu des zones d'ombre. Surtout dans ce thème qui est celui de l'émission de ce soir sur les comédies romantiques, c'est omniprésent en fait. La présence des amis est souvent reléguée à ce rôle-là de soutien en fait du couple et notamment du couple hétérosexuel, avec ces scènes qu'on retrouve dans quasiment toutes les comédies où les copines boivent un verre ou sont en train de faire un dîner chez elles. En fait, elles ne parlent que de l'accomplissement de leur vie amoureuse, de leur déboire amoureux, etc. Comme si leur relation amicale n'avait de sens finalement que comme à la fois un à côté de la relation romantique et à la fois aussi comme ce rôle de soupape en fait finalement et de soutien. Mais j'en parle énormément avec mon ami proche Amal Tahir, qui se trouve être une love coach, qui finalement se questionne beaucoup sur les notions d'amitié. Et c'est des témoignages dont je parlais de ton livre justement. Elle me dit qu'au final, en regardant les dynamiques d'ensemble des témoignages qu'elle peut avoir au cours de ses séances de coaching avec des patientes finalement, c'est des choses qui reviennent très souvent, en fait, ces relations d'amitié qui sont reléguées et que c'est un sujet de questionnement. Toi, comment tu avais eu le déclic de la nécessité de cette étude, d'étudier les romances amicales finalement ? Oui, moi c'était de par mon travail au Monde, où c'était un peu un espace de vigie, où j'observais notamment les jeunes générations et leur vie intime, et où j'ai vu cette question-là finalement de l'amitié qui est en train de monter, ce questionnement de toutes ces hiérarchies relationnelles qu'on nous apprend dans notre vie à force de fiction, à force d'adages, etc. Cette envie de les faire un peu éclater, malgré les difficultés que ça représente aussi, culturelles, etc. Et donc, je me suis dit qu'il y avait là un mouvement à raconter, que j'ai déjà fait dans un article au Monde. Et en fait, quand j'ai fait cet article, je me suis dit, mais en fait, il y a tellement de trucs en plus à dire, je ne peux pas m'arrêter là. Et donc, j'ai voulu faire cet essai, qui était aussi une manière d'ouvrir le champ des possibles. Merci beaucoup Alice et bienvenue. On va tout de suite ouvrir les passages musicaux de cette émission qui, vous l'aurez compris, va traiter des comédies romantiques et qui va venir explorer plein d'angles par rapport à celle-ci. Mais tout de suite, on commence avec un titre qui, Annie, je pense, va te faire très plaisir. J'adore. Céline Dion, My Heart Will Go On. Et oui, beaucoup d'émotions dans ce studio, beaucoup de personnes manifestement férues de Titanic et de tout ce qu'il y a autour de cette table. Mais nous allons avoir l'occasion d'en parler, je pense, tout au long de ces 2 heures. Et tout d'abord, on va commencer par une question extrêmement générale. Quels sont les films, d'amour ou pas, qui vous ont le plus marqué ? Et pourquoi ? Qui t'a parlé de cinéma ? Anne-Lee. J'ai envie de parler de Jacou le Croquant, qui est un film qui n'est pas du tout... connu, ni remarqué, ni remarquable, mais qui est un des premiers films de Gaspard Ulliel quand il est dans les années 2000. C'est un film de Laurent Boutonnat, donc c'est le réalisateur des clips de Mylène Farmer. C'est le seul film qu'il a fait, et c'est un film enfant qui m'a absolument obsédée, que j'ai vu des dizaines de fois. Je pense que c'est le côté très clipesque de la réalisation. Quand on connaît un peu l'univers de Mylène Farmer, avec qui elle travaille, ses visuels, ses clips, on voit déjà un peu un effet. C'est une histoire de vengeance, c'est une histoire d'amour aussi. C'est un peu toutes les choses qui m'animaient enfant, de Roméo et Juliette au Comte de Monte Cristo. Donc je crois que Jacou le Croquant, ça a un peu cristallisé plein de choses chez moi, avec plein d'acteurs français hyper connus. Et évidemment, Gaspard Ulliel, jeune, absolument sublime. Et quand on sait en plus le drame après, c'est d'autant plus beau. Et je pense que c'est un film qui n'a pas du tout marché, qui est un peu considéré comme un navet, je dirais. C'est vrai ? Qui n'est pas du tout... personne ne connaît, quoi. Qui n'est pas du tout... qui n'a jamais trop percé. Et c'est d'ailleurs le seul film qu'il ait fait, Laurent Boutonnat. Mais moi, ce film avait vraiment bouleversé enfant, cette histoire de vengeance dans la France du 19e siècle. Et voilà, et j'adore le revoir. Voilà. Moi, je dirais on peut dire une comédie romantique, mais qui m'a vraiment en fait aimer les comédies romantiques, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est vraiment une histoire d'amour extraordinaire. Et ce que j'aime, c'est cette femme qui a vraiment une personnalité hyper flamboyante, qui se barre, qui est très impulsive, qui n'a pas du tout justement cette posture dans les comédies romantiques, cette femme qui attend cet homme. Il y a vraiment un rapport vraiment d'égal à égal dans les deux personnages, aussi dans leur désir, dans leur complexité en fait. Et ça, j'ai vraiment aimé. Moi, je suis quand même née dans les années... Je suis née en 87, donc moi, j'ai écumé tous les coups de foudre à Notting
Notting Hill, tous ces trucs-là. Et donc moi, j'ai été vraiment formatée dans ce truc de, la femme attend son prince charmant. Et puis, et j'étais à fond là-dedans quand j'étais petite, vraiment. Je pensais que c'était ça, quoi. Et puis j'ai évolué, je me suis rendu compte en regardant ce genre de film-là qu'en fait, la femme avait évidemment des désirs et des choix et avait évidemment devait en fait exprimer ses désirs. Et ce film-là m'a vraiment marqué et ça a été vraiment le début d'une nouvelle perception cinématographique de la comédie romantique pour moi. Moi, je pense plutôt à des films d'animation, ceux de Hayao Miyazaki, qui m'ont marqué à la fois dans mon enfance, dans mon adolescence, mais encore aujourd'hui, qui me suivent, que ce soit La Princesse Mononoke, Le Château ambulant, Porco Rosso, et qui, pour le coup, sont aussi des films où la question de l'amour, elle est quand même un peu différente de ce qu'on peut voir généralement dans des films grand public, avec... Là encore, vraiment cette position d'égal à égal entre les personnages, quelque chose où l'amour n'est pas forcément quelque chose de fondamentalement dévorant. On n'est pas forcément dans la romance destructrice, mais au contraire dans quelque chose où les héros se portent les uns les autres. Et au-delà de ça, pour moi, Hayao Miyazaki, c'est le goût de l'enfance, quoi. Enfin, c'est des films confort peut-être aussi. Oui, c'est les films cocons, comme d'autres séries qu'on peut regarder en boucle. C'est Namo, toi Moi, il y a un film, je le mets dans mon top 10 des films, mais peut-être pas comédie romantique, parce que c'est pas une comédie romantique, c'est Will Hunting. Je sais pas si vous l'avez vu. Bien, très bien. Celui-là, je le trouve incroyable, ce film. Le moment où Robin Williams, il dit à Matt Damon, allez, c'est pas de ta faute, dis-le, c'est pas de ta faute, dis-le. Ce rapport, je trouve qu'il y a entre Matt Damon, son psy, puis sa petite copine qui rencontre, qui dénigre. Il y a aussi une histoire quand même d'amour dans le film qui va récupérer à la fin. Le film il se termine, je spoil un peu, sorry. Bon, il fallait le voir. Ça personne fait des qui années ne voulait pas le voir, skipper les 30 prochaines secondes. Et donc c'est ça qui est ouf, c'est qu'à la fin justement, tu vois que la dernière scène, c'est son meilleur ami, donc Ben Affleck, qui lui dit moi, ce qui me rendra le plus heureux, c'est le jour où je viendrai te chercher, alors que tous les jours c'est routinier, je viens te chercher tous les jours, c'est notre galère, c'est notre vie, et que je verrai qu'il n'y a plus personne chez toi. Et que je sais que tu auras tracé ta route et que tu ne seras pas resté paumé dans ce bled avec nous, en fait. Tu vois, et que tu vas partir. Et un jour, il se casse pour aller voir justement sa petite amie qui va rejoindre. Et la dernière scène, genre, c'est Ben Affleck qui pull up, qui arrive et qui voit que son pote n'est plus là. Et il est en mode, si, il l'a fait, quoi. Il l'a fait. Et je trouve ça super beau. Tu l'avais vu, toi, Nash, ce film, il t'avait marqué également. Ouais, j'adore ce film, vraiment. Ouais. Et c'est exactement ces scènes-là qui m'ont vraiment marqué émotionnellement. C'est très puissant, très puissant. Ouais. Et Robin Williams, c'est vraiment un acteur, mais monumental dans ce film. C'est vraiment monumental. C'est rare de voir autant d'émotions, quoi. Ouais, de ouf, c'était super fort. Et surtout que le fait d'avoir des films qui nous ont marqués collectivement, je pense que c'est comme les séries justement auxquelles tu faisais référence, Alice. Ça permet d'avoir un peu des... des bases culturelles sur de l'indicible. Ça veut dire, en fait, on ne peut pas vraiment décrire parfois une situation, une émotion, mais on va dire, mais si, tu vois bien, c'est comme dans telle série ou tel film. Quand il se passe ça, un truc que tout le monde voit. Moi, je sais que, par exemple, avec mes potes, évidemment, c'est très générationnel. Ça peut être parfois des références à Gossip Girl ou à Skins. Qui n'étaient pas des séries qui nous mettaient toujours hyper bien par rapport à Gossip Girl, tu vois pas ? Si, bien sûr que j'ai vu Gossip Girl. Moi, par exemple, je vois pas, tu vois. C'est pas ma génération. Mais tu vois, tu sais que ça existe. De nom, quoi, mais je sais même pas de quoi ça parle, quoi. C'est Annie fait le pitch de Gossip Girl. Alors, c'est parti. Des adolescents très 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 riches à New York, donc dans le quartier de l'Upper East Side, avec un espèce de blogueur anonyme qui dévoile toute leur vie et un peu leurs petits secrets et leur vice. Ouais, leur vice, il y a un truc très années 2000. Un peu voyeuriste. Ouais, très bling-bling, très américain. Et je pense que c'est pour ça aussi que c'était un espèce de petit bonbon ado, quoi, parce que c'est un truc qui est totalement hors sol, quoi. Des vies de fous, des fringues incroyables et plein d'embrouilles, une grosse rivalité féminine d'ailleurs, plein de trucs problématiques. Des amitiés hyper toxiques. Il y avait la bande-son, quand même, la bande-son, avec What You Say pendant le repas de Thanksgiving, où il y avait justement, il y a une scène avec What Comes Around Goes Around de Justin Timberlake que j'ai failli mettre. Puis je me suis rappelé que j'avais le livre sur Britney Spears il n'y a pas très longtemps et qu'il est quand même pas très très cool. Non. On va faire une petite pause musicale sur un autre énorme classique. C'est la chanson de Dirty Dancing,
Time of My Life sur Move. Et merci de nous écouter. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, nous parlons des comédies romantiques avec mes invités Sénamo, Alice Rebaud, Nash et Annelie Victoire. On parlait juste avant des films qui nous ont le plus marqués de façon générale. Et maintenant, je vais vous poser tout simplement la question qui vraiment rentre dans le vif du sujet. Quelles sont vos comédies romantiques préférées ? Moi, j'ai vraiment envie de parler de Lolita malgré moi. Mean Girls en anglais de Tina Fey. Je parle pas du remake par contre. Non, non, je parle du vrai, je parle de The OG Lolita malgré moi. Que dire, c'est un film, c'est une comédie culte, ça aborde plein de choses. C'est l'histoire d'une jeune américaine qui a vécu son enfance en voyage et qui rentre et qui n'a jamais été au lycée et du coup qui est scolarisée pour la première fois à 16 ans et qui découvre l'univers du lycée américain comme on se l'imagine et avec cette espèce de bande de filles, les plastiques, qui s'habillent tout en rose, en mini-jupe et qui font que tracher les autres en permanence et en même temps qui sont des icônes camp de la culture avec plein de mèmes, plein de citations, plein de refs qu'on a encore 20 ans après. Des actrices de ouf, Rachel McAdams, Lindsay Lohan, Amanda Seyfried et une histoire absolument incroyable, à mourir de rire. Très drôle, hyper fun et puis une espèce d'histoire d'amour mais qui est pas non plus le cœur du sujet. C'est plutôt un peu comment on fait sa place au lycée, comment on grandit, comment on devient une femme aussi, c'est un peu cette histoire-là qui est racontée et toutes ces histoires de rivalité entre filles, de trouver le bon garçon qui nous aimera, le bon mec et être populaire, quoi. C'est toutes ces questions-là qui nous ont tous et toutes traversées au lycée et qui sont incroyablement mises en scène dans cette comédie incroyable. Et c'est des questions, toi, qui traversent en plus ton livre, Alice, cette question de comment les femmes ont été initialement programmées pour, de un, être hétéro et de deux, se battre entre elles pour les faveurs des hommes, ce qui n'est pas forcément le cas dans les bandes de mecs qui ne vont pas peut-être aussi loin dans leur réflexion. Ouais, très clairement, cette idée que les filles entre elles doivent forcément être des compétitrices, prêtes à toutes les mesquineries pour s'attirer les faveurs du garçon en présence, ça envahit clairement toutes nos fictions, tous nos films, toutes nos séries, et au point que je crois qu'on a fini un petit peu par faire comme une éponge, quoi, par les intérioriser, ces clichés-là, que les femmes peuvent être forcément que rivales entre elles, avec cette idée que le regard masculin est le seul qui prime en fait d'une certaine manière, et en tout cas celui qui prime le plus, et même sur des amitiés parfois de très longue date. Je parle dans le livre notamment de la série Desperate Housewives, qui est censée être une série centrée autour d'une bande d'amis de ses voisines de Wisteria Lane, et en fait si on regarde bien la série, on se rend compte que l'arc narratif peut-être le plus présent, c'est celui de la rivalité entre elles. Elles sont rivales pour tout, elles sont rivales pour être les meilleures ménagères, la meilleure mère, rivales où elles se battent pour les hommes. Elles peuvent se faire les pires crasses au monde pour s'attirer les faveurs d'un homme, brûler la maison de sa rivale. Ça n'a aucun sens. Venir casser son propre système d'arrosage pour déloger un mec du lit d'une de ses copines pour qu'il vienne réparer le système d'arrosage. Enfin bref, plein de dingueries qu'elles sont prêtes à faire simplement pour s'attirer les faveurs des hommes, quoi. C'est vrai que la liste est impressionnante. Nash, toi, c'est une série que t'as pu voir ? Ouais, j'ai regardé ça, mais pareil, ça m'angoisse rapidement, moi, genre de trucs, ces genres de scénarios justement comme ça, très ricains, très caricaturés aussi, machin. C'est pas très inspirant, et puis philosophiquement, c'est assez triste, je trouve, en fait. Il y a un film que j'adore, un film romantique que j'adore, qui s'appelle Lost in Translation, avec Bill Murray et Scarlett Johansson. Et ce que j'aime trop dans ce film, c'est que déjà il y a une lenteur folle, une lenteur, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans ce hall d'hôtel. Lui, il a une tête quand même, Bill Murray, c'est pas un beau gosse, c'est pas Hugh Grant, quoi, et il a une tête un peu boursouflée, il est un peu alcoolo, il est un peu déprime. En fait, c'est un vrai gars, quoi. C'est un vrai gars pas hyper beau, qui est un peu mal dans sa peau. Elle est complètement lost in translation, et il se rend compte dans ce hall d'hôtel comme ça, il s'apprivoise un peu, il y a une véracité émotionnelle que j'adore dans ce film, et qui là pour le coup qui me parle vachement de moi, comment je peux éprouver l'amour et les rencontres amoureuses, quoi.
Finalement, toi, il y a des comédies romantiques qui t'ont marqué ou des chansons d'ailleurs Justement, pour revenir sur Lost in Translation, Square Pusher, il a fait un des tracks de la BO du film qui est incroyable et qui justement met dans la thématique, je trouve. Et puis il y a un truc très aussi, je sais pas, comme décalé, comme un côté... il y a un côté un peu très transe. Tu rentres dans une transe et il y a un truc qui t'emporte et c'est envoûtant et tu rentres dedans. Ouais, c'est clair que les films comme ça me vend aussi beaucoup plus de rêves. Des comédies classiques, romantiques, en vrai de vrai, je skip rapidement. Tu vois. Je suis plutôt du genre à aller sur des drames ou des trucs comme ça. Mais là, je fais une question hors piste du coup, mais est-ce que quand tu vois justement des chansons qui sont utilisées à bon escient dans des films et qui arrivent à nous projeter dans une atmosphère, est-ce que tu as l'impression que c'est les images qui viennent servir la chanson, soudainement la sublimer, ou que c'est au contraire les chansons qui arrivent à créer l'atmosphère qui fonctionne du film? Je trouve qu'en fait, il y a vraiment un point de jonction qui se crée entre la musique et l'émotion qui est perçue par les images. Je pense qu'on s'est déjà tous dit, là je suis en train de vivre un truc dramatique, mais j'arrive pas à pleurer. Et on te mettrait un violon à ce moment-là, mais c'est parti. Tu pars directement en fait. Et je pense qu'on a tous ce cas-là. Ouais, ça pourrait être c'est comme si on faisait une BO de nos vies, quoi. Ouais, tu mets tes écouteurs, t'écoutes Iliona, ça fonctionne. Ouais, mais c'est un peu la déprime dans des cas un peu précis et très tristes. Ça pourrait être très déprimant si on se retrouve tous à des enterrements avec nos écouteurs et à vraiment tous pleurer à chaudes larmes. Ce serait un concept. Ce serait super futuriste en fait. Une nouvelle société. C'est un peu Black Mirror, quand on est envoie un mail, le scénariste. Franchement, ça peut être une bonne idée. En parlant de chansons, pour sortir du registre de la tristesse, là, vraiment, on dirait la question coquine dans Attention à la marche. Mon Dieu. La question la question in. Quelle chanson pour se courir après et s'embrasser sous la pluie? C'est dur. Projetez-vous. Je pense, en fait, j'ai un peu l'image des téléréalités en tête, quand il y a toujours la même musique, quand ils se retrouvent enfin et qu'il y a Taylor Swift ou je sais pas quoi. Mais quelle est la meilleure musique pour vous? Ça peut être aussi, j'en sais rien, Tattoo. Enfin, il y a plein de Tattoo. Bah oui. Moi, j'ai des rêves de Yeuve, je vous le dis en direct. J'assume à fond. T'as vu la playlist? Ouais, encore plus Yeuve que ça. Encore plus Yeuve que ça. Moi, mais après, c'est dans mon ressenti à moi, encore une fois, dans ma sensibilité. Et ce serait... En fait, il y a des duos emblématiques de chanteurs. Il y a Ella Fitzgerald et Louis Armstrong, par exemple. Stone et Chardin. Exactement. Il y a Ella Fitzgerald et Louis Armstrong qui ont fait un album de duo. Il y a Elis Regina et Carlos Jobim qui sont deux Brésiliens, d'énormes rostas, qui ont fait des albums de duo. Et il y a une douceur, il y a un amour incroyable. Et en fait, quand tu décèles les histoires, tu te rends compte qu'ils étaient un peu amoureux en vrai et qu'ils ont fait des disques. Donc en fait, t'entends vraiment en vibration, franchement sonore, t'entends qu'il y a une sensibilité, un amour, il y a un truc vraiment fou, une magie qui se passe. Et ça, tu le perçois a posteriori. Donc pour moi, c'est les meilleurs BO de Love. Ça peut être potentiellement ces trucs-là. Waouh. Ah, c'est hyper mignon. J'ai envie d'aller fouiller du coup. Écoutez ces albums-là, ces deux albums de duo incroyables. Annie? Moi, j'ai envie de parler de la version longue 45 tours de Toute première fois de Jeanne Masse, qui est dispo que sur YouTube ou en 45 tours quand on a l'appareil, qui est un peu comme Toute première fois de Jeanne Masse, mais qui allonge cette espèce de début, qui fait monter la musique, qui fait monter la sauce. Et moi, je vois vraiment le truc de quelqu'un qui entend ça un peu dans le fond qui arrive, et où là, t'as envie de courir, quoi. T'as envie de rattraper la personne et de l'embrasser vraiment sur le début du refrain, quoi. Vraiment, ça marche bien. Ah, mais je vois en plus ces introductions qui sont hyper longues. Ouais, très années 80, très hyper pop, hyper français, de ces trucs-là, quoi. Et ça, franchement, je trouve que ça marche extrêmement bien. Alice, si t'étais réelle. Ouais, mais est-ce que je peux faire un peu ma rabat-joie et dire finalement, est-ce qu'on pourrait imaginer des scènes où il n'y ait pas justement cette course vers le grand amour sous la pluie qui revient tout le temps et qui, pour moi, est un peu une des scènes emblématiques qui est rentrée dans nos imaginaires de l'amour, c'est forcément une passion incroyable qui balaye tout sur son passage au point qu'on peut aussi laisser entrer tout plein de travers finalement parce que c'est la passion aussi. Et pourquoi pas, du coup, est-ce qu'on
pourrait pas avoir une petite musique douce pour un amour tranquille et doux et cocon. Voilà, c'est ça que je proposerais. Et je trouve que je rebondis là-dessus parce que je trouve que c'est très juste ce que tu dis et je trouve que justement c'est une définition du romantisme aussi et qu'en fait le romantisme, moi j'ai la sensation que le romantisme c'est quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus simple, de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus Il suffit de voir Normal People en fait pour se rendre compte de ça. Cette et beaucoup plus intérieur et beaucoup moins irlandaise. expansif. Et c'est vrai que quand on est jeune et qu'on se dit putain il court pas sous la pluie là, ça veut dire qu'il m'aime pas, mais non pas du tout. Ça se trouve il t'aime et il te regarde juste là 2 secondes, tu vois. Donc et c'est vrai, t'as raison. On a pu avoir tendance aussi, de par certaines références culturelles ou même de par les figures imposées vraiment dans la société et la façon dont on fait couple, etc., à rattacher l'amour avec la passion qui est la souffrance, et effectivement à ne pouvoir voir les choses que par des scènes assez spectaculaires, d'où cette espèce de cliché de la course effrénée sous la pluie, qui revêt presque de la violence en plus parfois. Oui, en fait, tu rattrapes la personne alors qu'elle a peut-être pas forcément. C'est un peu cringe. T'enlèves la musique de toutes ces scènes et ça devient direct un peu, tu vois, encore une un fois, peu malaisant. Ça devient ce clip de Faudel dans les années 2000 qui court après une meuf dans tellement nébrique. Oh là oui, je m'en souviens. Ouais, puis la personne elle est juste de dos, elle a remis ses écouteurs et tu te fais surprendre. Super violent. C'est ça, Faudel qui court après pour dire de voter Sarkozy, tu vois, c'est un peu relou. Tu déposes un courant direct. Et c'est vrai que j'avais beaucoup réfléchi à un moment aux figures, parce que notamment en parlant beaucoup avec Constance Villanova, qui est une journaliste spécialisée en la matière. On l'embrasse. Bah oui, on l'embrasse si elle nous écoute, elle qui officie elle-même le jeudi matin sur Move, sur les téléréalités où c'est hyper scénarisé ce truc-là, avec des musiques emblématiques, type, je suis en train de penser, je sais pas si vous l'aurez en tête, Still Falling For You de Ellie Goulding. Ouais. Toujours, on a l'impression qu'ils ont une banque de sons. Vraiment, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Et il y a l'impression qu'en fait, on est venu... Parce que les comédies romantiques, on va y revenir après, mais ça marche moins bien maintenant au cinéma qu'avant, et ça a été un peu récupéré par Netflix. Et on a l'impression qu'à travers la télé-réalité, on est venu recréer ces espèces de standards avec l'illusion du « c'est pas scénarisé, c'est naturel, c'est de l'improvisation », alors qu'évidemment, il n'y a rien de plus codifié que ces relations dans des télé-réalités qui se font et se défont au fil des saisons, qui vivent toujours les mêmes schémas de pré-couple, couple, embrouille, réconciliation. Enfin, c'est assez intéressant. Et je suis contente, Alice, que tu aies souligné le côté cliché de certaines de nos représentations. Tout de suite, on va à nouveau écouter une petite musique qui, justement, est très douce. J'espère que ça te fera plaisir. Super. C'est Peter Van Paul. Je ne sais pas si je prononce bien. Story of the Impossible sur Move. Et merci de toujours nous écouter dans Tunnel. Je vous rappelle que si vous avez raté le début de cette émission et que vous nous rejoignez, déjà bienvenue. Et ensuite, vous pourrez réécouter ce début d'émission passionnant sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube et également sur le site Radio France. Ce soir, je suis avec mes invités Anne-Olive Victoire, Nash, Alice Rebaud et Senamo pour parler des comédies romantiques et de leur construction, et en l'occurrence des clichés qui les habitent. Quel est pour vous le gros cliché des comédies romantiques qui n'est pas forcément très réaliste ? C'est un peu genre, ils finissent ensemble, mais il n'y a pas la suite. C'est-à-dire que il y a eu tout le début, la drague, les embrouilles, oui, non, on s'aime plus, etc. Et en fait, la fin, et c'est la construction classique, c'est on s'embrasse, on finit ensemble, on se met d'accord pour se mettre ensemble, mais après, on n'a pas ce qui se passe après. Ouais. Et c'est un peu ça aussi qui est stéréotype, qui a construit nos imaginaires sur le fait que l'amour, le couple, c'est se mettre ensemble, mais après, on ne sait pas ce qui se passe, quoi. Il n'y a pas de... Il y a un happy ending un peu qui vient à chaque fois, cliché de ouf. Ouais, non, clairement. C'est vrai que c'est le plus gros comme cliché, si le quotidien n'était pas digne finalement d'être figuré, en fait. Ouais, c'est ça, comme si c'était pas assez, enfin, comme si les choses n'étaient pas assez spécifiques et comme si on voulait justement finaliser quelque chose et faire aller, on passe à autre chose, comme si c'était un peu ça y est, obsolète. c'est résolu et puis voilà. Ouais, c'est ça, c'est bon, c'est le bonheur, il est fait, il est passé, allez, next. Sur France Culture en 2023, on les salue d'ailleurs s'ils nous écoutent, parce que nous sommes dans la même maison, Oriane Guérito listait 3 ingrédients des comédies romantiques. Vous allez voir si vous reconnaissez certaines références. Premier élément, 2 personnes que tout oppose. Deuxième élément, des contretemps.
Et troisième élément, alors là, à voir justement si on est d'accord autour de la table, un renversement des dynamiques des sexes avec finalement la femme qui d'un coup prend les devants et en fait, ça change tout. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà pu observer dans certaines comédies ? Oui, les trois là, c'est sûr. D'ailleurs, c'est souvent les trois en même temps. ouais, complètement. Ouais. Je suis allée jusqu'à... j'ai poussé mes recherches jusqu'à aller diguer LinkedIn. Wow. Donc, ouais, il y a de l'abnégation quand même dans le taf. Et je suis tombée sur un certain Jérôme Genevray, qui est scénariste et qui a fait un article. Et pour le coup, j'ai trouvé un truc intéressant sur LinkedIn, donc j'étais contente. La comédie romantique, un genre sous algorithme. Et en fait, donc vraiment, c'est absolument terrible de le reconnaître, mais c'est donc le fruit d'une étude. Et ce serait, voilà, je vais vous le dire, en fait, les éléments d'une comédie romantique. Il y aurait un passé bloquant. Donc le héros comme son amoureux, son amoureuse sont bloqués par un passé lourd et traumatisant. Ils ne peuvent pas avancer dans leur vie. Ce passé est appelé l'ombre du personnage. Cela peut être une précédente expérience douloureuse avec l'amour, le poids des conventions familiales, etc. L'impossibilité d'aimer est liée à ce passé et seul l'autre détient la clé pour avancer. Ensuite, il y a une première rencontre, événement déclencheur qui va bousculer la vie trop bien réglée et atone des personnages. Une première rencontre chimiquement explosive. Le coup de foudre est immédiatement suivi d'un rejet, d'une dispute, d'un conflit qui vient éloigner les deux amoureux. Pourquoi ? Parce qu'ils sont confrontés à un sentiment qu'ils ne s'autorisent plus. Et ils ont peur. Un réflexe qui leur vient de leur expérience douloureuse dans le passé. Mais le spectateur, évidemment, voit le désir entre les deux personnes. Ensuite, il y aura des prétendants qui, en fait, sont des adversaires. Donc, c'est les prétendants idéaux qui sont parfois, d'ailleurs, les conjoints des personnages. Puisque j'avais vu sur un autre sondage que dans 60% des cas, les protagonistes sont en couple. Donc voilà, les comédies romantiques font parfois l'apologie de l'infidélité. Ensuite, nous avons la première danse, un moment clé de la romance, c'est l'expression visuelle et émotionnelle de l'immense amour qui naît entre les deux personnages. Donc ça peut être une danse réelle ou une métaphorique, très souvent suivie du premier baiser. Ensuite, il y aura une défaite puis un combat. Donc il y aura après, évidemment, cette première danse, un événement violent qui vient séparer et enfin une révélation intérieure. Les deux personnages comprennent qu'ils ont été égoïstes sur certains points, ils apprennent, ils grandissent et grâce à cette révélation, ils peuvent enfin s'accepter l'un l'autre pour former un duo solide. Que c'est beau. Voilà. Technique, hein. Ouais. Aline, est-ce que toi qui as étudié en profondeur, ouais. J'aimerais bien qu'on vienne un peu dessus. La pop culture et certains films d'amour. Ouais, alors là, quand tu parles de un peu cette recette, je pense tout de suite à la série des films Sexy Dance, où on a vraiment tous ces archétypes. En plus, donc on est dans l'univers de la danse. Dans toute cette série, on a toujours une fille qui fait de la danse classique ou qui est vraiment dans un parcours, un cursus hyper normé, qui vient d'une famille un peu bourge, qui est un peu coincée, mais qui a de l'ambition. Et un mec qui vient de la street, entre guillemets, qui fait du hip-hop ou une danse plus urbaine. Et c'est un peu voilà, le clash entre deux univers et ils doivent remporter une compétition, donc ils vont devoir s'allier pour mélanger leur style de danse et en même temps, au début, ils peuvent pas se supporter parce que voilà, trop différents, mais ils finissent par travailler ensemble et inévitablement tomber amoureux. Donc ça, c'est vraiment, ils nous l'ont fait pendant, je sais plus, il y a 5-6 films à chaque fois. Ça marche à chaque fois. Ça marche à chaque fois parce qu'il y a des scènes de danse, toujours un peu le bon pote à côté aussi, ça c'est vraiment le stéréotype des side characters et ça marche à chaque fois, quoi. Et c'est vrai que ce que tu dis sur la question de la femme un peu ambitieuse, un peu coincée, ils nous le ressortent à chaque fois en mode on représente une femme un peu libérée, qui en veut, etc. Et toujours un mec un peu drôle, un peu bagarreur, un peu un peu cool, mais pas dans les codes. Et toujours ce truc un peu au début ils peuvent pas du tout supporter, et c'est vraiment la rencontre entre deux mondes. Ça, on nous l'a fait vraiment à toutes les sauces et ça marche, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve aussi dans les fanfictions, par exemple. Donc toutes ces histoires que les fans écrivent sur des univers très connus, que ce soit les Marvel, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, etc., en faisant rencontrer deux personnages qui, dans la saga originelle, ne sortent pas ensemble, mais là, dans les fanfictions, ils créent toute une alchimie, et ça, c'est un trope vraiment qui existe, quoi, qui est hyper récurrent, le enemies to lovers. Et ça, c'est tout le temps dans les comédies romantiques. C'est vrai qu'on en voit des fois des fictions Wattpad avec des politiciens bien connus. Oh là là, me lance pas là-dessus. Ouais, c'est hilarant. Moi, j'ai l'impression que ça éteint le cerveau, en fait.
de recevoir toutes ces informations l'une après l'autre. Ça te met dans un confort, dans un schéma, dans un type de film. Et ton cerveau, en fait, il comprend, ah ok, j'ai toutes ces références, je sais de quoi on va parler et vers quelle piste on va m'amener. Et mon cerveau, il se met sur off. Et hop, je laisse aller, et je digère ça et je mange ça comme un chips, quoi. Mais c'est ce que disent souvent les gens, hein, que ce genre que ce soit même les comédies pas romantiques, enfin les comédies tout court et tout, que c'est fait pour éteindre le cerveau et un peu réfléchir, chill. Enfin, il y a un truc un peu dangereux et t'as vraiment raison. Moi, Netflix, ça me fait super peur. Enfin, ça me fait hyper peur parce que j'ai l'impression qu'il y a des comédies romantiques comme ça, genre il y en a 12 par jour. C'est nul, mais vraiment, ça joue mal. C'est la mise en scène est moche, l'image est moche. Enfin, le scénario est nul. C'est le même scénario, juste en différentes langues. Enfin, ça n'a aucun intérêt. C'est vrai que c'est fait en IA parfois. Ah bon, ça m'étonne pas. Ouais. Et c'est vraiment le nivellement. Je sais pas, et puis il y en a plein. Et en fait, on s'abreuve de rien, quoi, de rien, quoi, de vide. On s'abreuve de vide et on devient. Et en fait, on se nourrit, quoi. C'est de la nourriture. C'est comme si on bouffait vraiment du rien, quoi. Donc en fait, on ne se nourrit pas, quoi, en tant qu'être humain et tout ça. Et c'est, moi, je trouve ça presque dangereux. Donc ce que tu dis, c'est vraiment réel, quoi. C'est fast-food, en fait. C'est du fast-food. On est clairement sur du fast-food en comédie romantique, quoi. Puis on a beau savoir que c'est nul, mais je pense que ça infuse quand même finalement dans nos imaginaires parce que, comme tu le dis, on l'ingère en fait d'une certaine manière. Est-ce que le premier ingrédient de ta recette, là, le passé bloquant. Voilà, c'est ça, le passé bloquant. Ça, c'est le fond de commerce des fuckboys. Hein, j'ai souffert. C'est parents sonores. Où il y aurait qu'une seule personne sur toute cette planète qui peut t'aider à débloquer ton problème. Tu m'étonnes qu'on croit après qu'il faut absolument trouver l'âme sœur et l'amour romantique pour réussir sa vie et pour être sauvé. Enfin, c'est sûr que c'est... Est-ce que vous trouvez, je m'adressais aux deux musiciens autour de la table, c'est Namo, Nash, que ces recettes un peu faciles qu'on peut avoir dans le cinéma pour traiter d'amour, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans la chanson. C'est-à-dire qu'il y a des représentations romantiques qui sont vues et revues et un peu chiantes et même parfois dommages ou dangereuses dans la musique. Je pense que oui, parce qu'on est formaté comme ça. Mais moi, dans mes premiers albums, mes chansons d'amour, c'était une meuf qui a le cœur déchiré, qui a envie de... Enfin... Mais moi, j'ai été formatée comme ça et j'ai écrit des chansons comme ça. Donc, évidemment, en fait, c'est juste parce qu'on est formaté comme ça. Donc, on crée avec les armes qu'on a aussi. Donc, en fait, je pense que plus on évolue, plus on prend conscience de choses, plus on déconstruit des systèmes, plus notre art, ce qu'on partage aussi, évolue aussi. Et donc, devient un petit peu plus, peut-être, affiné, on va dire, quoi. Mais évidemment, et puis il y a des sublimes chansons d'amour qui sont en mode, un peu comme le Titanic, quoi. On va à donf dans le cliché quand même, mais c'est magnifique quand même. Ça prétend pas l'éviter, ouais. Voilà. Et il y a des chansons d'amour qui sont genre, vas-y, on y va, les gros sabots, mais c'est quand même super beau. C'est très réussi, c'est très bien écrit, très bien composé, et c'est quand même des chefs-d'œuvre. Et c'est voilà, donc. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'il y a mais ça reste comme pour les films, c'est une recette, quoi, que tu peux utiliser et qu'on nous a codifié, qu'on nous a mis dans la tête et qu'on connaît. C'est un pattern régulier qu'on voit et donc qu'on reproduit inconsciemment. Et à un moment, comme tu dis, on se dégage de ça, on se détache de ça et on se rend compte que de la singularité, de nouveau, j'en reviens là-dessus, de nos discours à chacun et de ce qu'on veut exprimer. Et je pense qu'au fur et à mesure où on crée, ça s'affine et la profondeur est de plus en plus profonde et on peut aller plus loin dans les choses ou pas en vrai. De nouveau, ça reste une question de choix, de décision et de parcours en vrai. Je pense qu'il n'y a pas de vérité ou pas de bien ou de mal. Enfin, j'ai l'impression que chacun fait ce qu'il veut, essaie de s'exprimer comme il peut. Et puis un dernier truc, il y a un truc de ressenti aussi, parce que quand même, franchement, au-delà de tout ça, quand on est amoureux de quelqu'un, moi, quand je suis amoureuse de quelqu'un, ça peut me faire souffrir à des moments. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on est quand même on a des ressentis. Faut pas oublier qu'on a des ressentis, quoi. Donc à des moments, tu vas dire genre tu me manques, je t'aime, j'ai envie de te voir. Enfin là, je le dis très mal, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Tu vas dire voilà, je meurs de toi, je t'aime, je te veux et tout ça. Enfin, tu vois, tu vas le dire parce que tu le ressens vraiment aussi. Donc alors de loin, tu peux te dire putain, elle est clichose, la meuf, elle pense qu'à son mec, elle veut le voir et tout, mais c'est vraiment ce qu'elle ressent aussi. Donc il y a aussi ce truc-là aussi de dire de quoi on parle en fait. Ah, bien sûr. Mais est-ce que comment dire, ma question c'est vraiment sur parce que dans la musique, comme en toute chose, on entend très souvent c'était mieux avant, il y avait des paroliers, voilà. Vous connaissez la rengaine, je pense.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a toujours la même diversité justement d'expression par rapport à l'amour Moi, j'ai l'impression encore plus, justement, grâce à Internet, le fait qu'on puisse créer plus facilement aussi, grâce à des machines, grâce à la simplification de pas mal de procédés qui pouvaient mettre du temps, que ce soit faire la musique à l'époque, tu la faisais pas comme ça. Tu allais dans un studio, il y avait des bandes, tout était analogique, etc. C'était un procédé beaucoup plus complexe que ce qui se passe maintenant. Maintenant, tu peux venir de n'importe où, de nulle part, t'acheter un setup avec un micro, des baffles, et tu peux faire ta musique et t'exprimer. Et c'est pour ça qu'on en arrive à des dérives de musique complètement cassos à des trucs beaucoup plus perchés et lunaires où tu te dis waouh, le mec il est en train de m'expliquer quelque chose et de me raconter une histoire, ça me touche. Et là justement il y a une connexion qui se crée, quoi. Puis on a peut-être vu moins de personnes aussi dans le temps, moins d'hommes exprimer leur vulnérabilité vis-à-vis de l'amour. C'est peut-être quelque chose de nouveau aussi, comme toi tu peux le faire, tu vois. Ouais, je pense que de nouveau, ça fait partie du fait qu'on nous donne d'autres exemples et d'autres schémas et qu'on les voit et qu'on les digère et qu'on les accepte et qu'on on les intègre à nos vies. J'étais pas le même être humain que je suis maintenant il y a 10 ans, il y a 15 ans. J'avais pas les mêmes idées, j'avais pas la même conception de les relations entre les gens, etc. Tout a évolué. Je pense qu'on évolue tout un chacun et la société elle évolue. Il y a des trucs il y a des choses qui sont générationnelles. Donc tout dépend, mais tout est quand même régi par des codes. Et au final, je pense que c'est ça qui fait toute la complexité de la chose, quoi. Donc il y a quand même des évolutions dans certains domaines, notamment artistiques. Tout de suite, à nouveau, une musique d'un film culte. Est-ce que c'est une comédie romantique ou pas? Je sais pas trop. Ouais, si, on peut dire, si, quand même. On est quelque part en 2009, je crois. C'est le film LOL. Moi, j'étais pré-ado, donc forcément, ça m'a beaucoup marqué. Qui sublimait la chanson de King, Somewhere Only We Know, sur Move. Merci d'être toujours parmi nous dans ce tunnel sur les comédies romantiques. Bienvenue si vous nous rejoignez. Ce soir, je suis avec 4 invités. Autour de la table, nous avons Alice Rebaud, Sénamo, Anne-Olie Victoire et Nash. Et Nash, je me tourne vers toi parce que tu vas nous chanter une petite chanson a cappella. Ouais. Alors, c'était pas prévu, mais je suis ravie de le faire. Une chanson qui s'appelle Le cœur qui explose. Je vous chante pas toute la chanson, évidemment, je chante un petit bout. Une chanson que j'ai écrite suite à un coup de foudre que j'ai eu, vraiment, que j'ai éprouvé, pour de vrai. Alors, on t'écoute. J'ai percuté un regard qui fend la foule et le hasard comme une fusée. J'ai su qu'il était trop tard, que son cœur allait m'avoir, allait m'emporter. Et depuis je ressens un tout drôle de sentiment qui m'effleure en riant et ravive tout dedans. J'ai le cœur qui explose d'amour quand je te vois, quand je t'aperçois. Le cœur qui explose d'amour quand tu es là, tout près de moi, tout près de moi. Ton souffle étreint ma nuque et tes yeux déshabillent ma peau. Tout en douceur, je me livre sans jeu de dupe. Tu délivres mes mots, mon âme, et ma pudeur. Est-ce que comme moi tu ressens ce tout drôle de sentiment, ce parfum enivrant qui fige l'air et le temps? Mon cœur explose d'amour quand je te vois, quand je t'aperçois. Mon cœur explose d'amour quand tu es là, tout près de moi, tout près de moi. Bravo. Mais la prouesse de passer de la parole, on se met des tunnels comme ça derrière le micro, à d'un coup la chanson, ça m'impressionne toujours. Merci beaucoup pour cette chanson. Plaisir. Sur du coup quoi, la passion, le coup de foudre. Ouais, vraiment, j'ai vraiment éprouvé ce truc, vraiment. C'est pour ça quand je dis, il y a des moments aussi où on éprouve des trucs qui nous dépassent et vraiment je le vis aussi, enfin on le vit tous. Voilà, ce truc de rencontrer quelqu'un où j'ai vraiment ressenti un truc super fort dans mon corps et tout. Et ça, pour le coup, on a beau être déconstruit, faire ce qu'on veut, il y a des trucs qu'on éprouve comme ça, des rencontres qui sont fulgurantes, qui peuvent vraiment bouleverser nos vies. Moi, j'en ai vécu plusieurs dans ma vie. C'est des trucs un peu magiques et ça existe vraiment. Après, c'est la réalité. Ce truc-là, ce coup de foudre, il a duré genre 2 mois. Ce mec, je l'ai jamais revu. Donc, c'est pas une comédie romantique, le truc. Mais par contre,
Il y a des vraies choses qui s'éprouvent et qui ont sûrement inspiré des comédies romantiques. Mais le problème des comédies romantiques, je pense, c'est qu'en fait, c'est tout ce qui est réinterprété après, tout ce qui est enjolivé après. C'est un petit morceau qui est raconté. C'est qu'en fait, justement, ce que je disais par rapport à cette stat, dans la plupart des films romantiques, en fait, c'est des protagonistes qui sont déjà en couple, mettons, qui parfois ont des familles, je sais pas quoi, machin. Ouais. Puis t'as ce coup de foudre. Et en fait, si ça dure un mois, bah après, du coup, c'est quoi l'après? Enfin, tu vois, t'as tout ce truc qui n'est pas forcément raconté, mais parce que peut-être que c'est moins glamourisable aussi. Ouais, mais en même temps, c'est beaucoup plus vrai et beau et sincère. Et c'est beaucoup plus, quelque part, c'est ça le romantisme. Le romantisme, c'est c'est ce qui se passe vraiment. C'est pas ce qui est rêvé, c'est ce qui se passe vraiment. Bien sûr. Mm. Et du coup, pour toi, c'est la vraie vie, alors la passion? En tout cas, oui, parfois. C'est-à-dire que oui, parfois non, parfois c'est. En tout cas, je me suis rendu compte que les gens, voilà, quand je suis tombée amoureuse, c'était vraiment il y avait un truc qui m'emportait vraiment. C'est pas, voilà, je suis emportée par la personne que je rencontre, par ce qu'elle me dit, ce que je vois d'elle, ce qu'elle me procure dans mes sensations, dans mon corps. Je suis très sensible, donc évidemment, quand je suis sensibilisée par quelqu'un, ça peut être fort en moi, quoi. Voilà. Et est-ce que pour vous, autour de la table, concernant ce qui est la vraie vie ou pas, la niaiserie qui est inhérente quand même aux comédies romantiques, en tout cas au moment où les protagonistes réussissent justement à s'aimer, est-ce que c'est la vraie vie aussi? On est niais des fois. Ouais, J'ai l'impression qu'on est tous. Niais, Ouais, de ouf. C'est normal, ça fait partie des ressentis. Et on a tous à un moment ce sentiment de gêne où on se dit ouais, j'ai été un peu trop loin, ou j'ai parlé un peu trop franc, j'ai répondu trop vite. Ça aussi, c'est des trucs qu'on se dit. On voit le message et on se dit ah, la personne a mis tel temps de réponse. Est-ce que je lui mets le double? Ou est-ce que je réponds au taquet, mais c'est peut-être un message, un indicateur qui fait peur, tu vois, si je réponds trop vite. Enfin, tu vois, il y a tous ces trucs qui sont instaurés maintenant et qui rajoutent à la complexité des relations humaines et amoureuses, quoi. Vous arrivez, vous, à attendre pour répondre, du coup? Est-ce que vous essayez de faire ça, déjà? Qui n'attend pas pour répondre un minimum? Moi, j'attends pas. Je considère que j'ai toujours mon téléphone dans la main. Donc si tu réponds pas à quelqu'un, c'est que tu le nies, quoi. Bah, alors, oui, non, parce que je suis tout le temps ne pas déranger, du coup. Ok. Mais tu vois, quand j'étais dans un processus de séduction et de paranuptial... Ok, à ce niveau-là, ouais. Avant, tu vois, bah, je répondais direct, tu vois. T'es en roue libre, quoi. Bah oui, tu vois, je Ouais, me mais dis... non, le c'est charge bien. mental, sinon tu dois attendre. Tu fais quoi? Tu mets un chronomètre, tu vois. Ouais, c'est clair. Non, mais parfois, les mecs font exprès, parfois, du coup. Non, c'est juste que tu te rends compte de l'intérêt que tu portes à l'autre personne. Si l'autre personne, elle te met 1 heure à te répondre à un SMS que tu lui as envoyé, ben, t'as un peu du mal à lui répondre directement, même si t'as vu son message. Et c'est l'ego qui parle, hein. Je sais bien, c'est bête. Parfois, moi, je mets du temps à répondre parce qu'en fait, justement, je suis tellement contente de recevoir son message. Tu le savoures. Qu'en fait, j'ai pas envie de répondre direct entre deux trucs vite fait et j'ai envie d'attendre. Et je suis là, putain, je me délègue, je vais lui répondre à son message, genre 2 heures après. Ouais, t'attends le bon moment. Donc parfois. Ok, aussi, il faut pas surinterpréter, quoi. Ça, donc, voilà, c'est pas. La sensation du message, elle est folle. Ouais. Tu sais que t'as le message reçu, tu vois, qui est pas forcément affiché et tout. T'es là, waouh. La notification. Alors, voilà, ouais. parfois, c'est bien aussi de se remplir juste de ça. Ouais, Peut-être que t'as reçu un peu de love et tu sais même pas ce qui est écrit, mais voilà. Ça fait de la joie d'anticipation. Et on en parlait justement dans les clichés un peu qu'il y a, donc avec cette histoire de douleur initiale que l'autre vient sauver, etc. Est-ce qu'aussi dans la vraie vie, on peut être sauvé par quelqu'un d'autre? Et en tout cas, est-ce que c'est sain d'attendre de quelqu'un qu'on aime qu'il nous sauve? Bah, je pense que c'est pas du tout ça, non. Et pourtant, dans toute notre conception de l'amour moderne et du couple moderne, on attend un peu du partenaire romantique à peu près tout, en fait. Il est censé remplir à peu près l'entièreté de nos besoins, donc nous sauver, réparer nos failles intérieures, être la personne avec qui on vit, la personne avec qui on couche, la personne avec qui on fait des enfants, enfin une panoplie de choses qui, moi, je pense, sont juste incommensurables à faire porter sur les épaules d'un seul individu. Et on gagnerait justement à peut-être sortir un peu de ces scripts-là, à se dire pourquoi certaines de ces choses, je sais pas, l'habitat, avec qui je pars en vacances, avec qui je fais telle ou telle chose, avec qui je fais des enfants aussi peut-être potentiellement. Est-ce qu'on pourrait pas se dire je peux ne pas le faire
potentiellement avec un partenaire romantique ou pas uniquement avec lui, et élargir un petit peu nos constellations d'amour, s'autoriser à reposer sur des piliers un peu plus multiples. Et c'est ce que je raconte dans Nos puissantes amitiés, mais cette idée-là que voilà, on peut parfois faire avec des amis certaines choses qu'on nous apprend à faire en couple, et sans attendre non plus de nos amis qui nous sauvent. Ça, je crois, c'est aussi... en fait, je pense qu'on peut pas attendre de personne qu'elle nous sauve. À ce moment-là, la relation, elle est viciée d'une certaine manière. On peut attendre du soin, on peut attendre de l'écoute, on peut attendre d'avancer ensemble dans nos discussions, etc. Mais attendre que la personne ait notre solution quitte en main, on risque d'être déçu un petit peu, je pense. Puis c'est dangereux, je sais pas si... C'est bien dangereux, ouais. Est-ce que vous vous souvenez sur l'album de Diams, Dans ma bulle, la chanson Par amour? Oui, évidemment. Chaque fois, je me tourne vers Amélie qui ressent les mêmes émotions en direct. Mais dans Par amour, Diams raconte clairement l'histoire d'une fille qui a été sauvée par un gars qui est plus âgé, avec qui il tombe dans une relation de drogue et tout. Et au moment où le gars meurt, en fait, percuté par une voiture... à cause d'une autre histoire d'amour tragique d'ailleurs, mais elle ne voit pas d'autre option que se suicider parce que... et c'est vrai que pareil, dans les films d'amour, alors là on n'est plus dans le genre de la comédie romantique, mais enfin on a toujours ce truc de vouloir mourir pour l'autre, l'aimer à en mourir. Et même tout à l'heure tu le disais, Nash, moi c'est une expression que j'ai déjà employée aussi, dire je meurs d'amour, en fait il y a quelque chose d'étrange quand même là-dedans. Ouais, c'est tout l'enjeu de Roméo et Juliette, de cette tragédie... épique, ultime, qui n'est pas une histoire d'amour, qui est une histoire de folie, de vengeance, de haine, mais qui nous renvoie un peu ce truc de la plus grande histoire d'amour de tous les temps, mais ce n'est pas une histoire d'amour, et Shakespeare l'explique très bien quand on analyse vraiment le texte, c'est une histoire de folie, de passion, de vengeance, mais c'est pas ça l'amour justement, et c'est intéressant aussi de s'intéresser au public des comédies romantiques, qui consomme ces films, ces séries, qui consomme les livres de romance, les chansons d'amour, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui donnent de leur argent d'ailleurs pour consommer tous ces produits-là. Et qu'est-ce que ça infuse aussi comme attente chez les femmes? Qu'est-ce que ça construit comme imaginaire chez les femmes par rapport aux hommes, par rapport aux attentes du couple, de l'amour, de tous ces personnages un peu masculins, de bad boys, de fuck boys, qui sont toujours tortureux, qui sont absents et présents en même temps, qui disparaissent, qui reviennent, qui ont un sombre passé. Mais en même temps, dont on a besoin pour être complété. Enfin, il y a ce truc-là fait, comme si on n'était pas complète en soi, quoi. Et puis c'est toujours les amoureux que tout oppose. Il y a une espèce d'altérité où en fait, effectivement, ça rejoint l'idée d'âme sœur et de les deux moitiés qui s'assemblent, quoi. Oui, c'est ça. Et puis je regardais Bridget Jones justement là par travail documentaire et en fait clairement cette image là de la vieille fille qui est pathétique, qui est misérable, enfin il est catastrophique ce film pour ça, enfin vraiment c'est terrible, alors qu'en réalité elle est pas seule, Bridget, elle a quand même un cercle d'amis autour d'elle et peut-être, moi je crois que peut-être la vieille fille c'est peut-être juste une femme qui, parce qu'elle s'est pas pliée justement à la quête de l'amour romantique à tout prix, à mettre tous ses œufs justement dans cette quête-là, qui a pris le temps du coup de nourrir d'autres formes d'amour, de s'entourer de davantage de personnes et qui peut-être s'en retrouvent plus riches et plus heureuses. On parle des douleurs, justement. Est-ce que dans les films, à chaque fois, il faut 1000 péripéties pour que finalement les héros puissent être ensemble, mais avant ça, ils ont souffert. Donc en fait, là, on n'est même plus sur un plus qu'une relation est censée amener à la vie. On est sur quelque chose de nécessaire qu'il faut aller conquérir, etc. Est-ce que vous trouvez, dans la vraie vie, vous en tout cas, dans votre rapport à l'amour ou dans la conception que vous en avez, est-ce que vous pensez que l'amour a besoin d'épreuves? Parce que quand on prend le verbe éprouver, on éprouve de l'amour. Éprouver, c'est à la fois ressentir quelque chose et c'est aussi mettre à l'épreuve quelque chose, éprouver. Moi, je crois pas que l'amour a besoin d'épreuves. Je pense que l'amour permet peut-être de surmonter parfois certaines épreuves. Et je pense vraiment l'amour au sens large, pas uniquement la romance. Mais cette idée-là qu'il faudrait forcément des crises et que l'amour, c'est fait de crises, en fait, c'est un imaginaire hyper toxique et qui nous encourage et qui encourage notamment les plus jeunes, les adolescents, à se dire que l'amour, c'est forcément quelque chose qui fait mal. C'est forcément quelque chose où on est hyper jaloux, où c'est normal si ton copain
veut fouiller dans ton téléphone, c'est normal s'il est hyper jaloux des personnes que tu vois, etc. Et ça, en fait, c'est un imaginaire, on pourrait croire qu'il a évolué au fil des jeunes générations, mais en réalité, il reste hyper présent et hyper nourri par toute une littérature aussi, notamment de dark romance ces dernières années, qui envahit les rayons de librairie et qui un peu abreuve vraiment les jeunes générations avec plein de scripts hyper toxiques qui se des exemples de scripts qui se rapprochent généralement plus de l'emprise, en fait, finalement, de jeunes femmes qui sont violentées et qui aiment parce qu'elles sont violentées, enfin voilà, où on fait passer pour sexy finalement des situations de violence, des situations de contrainte, des situations d'emprise, sans jamais tellement les questionner. D'ailleurs, si j'ai bien lu sur les réseaux sociaux cette semaine, Marlène Schiappa, l'ancienne ministre déléguée aux droits des femmes, va elle-même sortir un livre de dark romance. Ah bon ? On a hâte. Ouais, super. Toujours dans les bons coups. Qui va faire figurer une ministre. Elle a dit que ce serait à la sauce 50 nuances de Grey. On attend de voir, mais en même temps, elle nous a déjà pondu des livres assez intéressants. Ouais, c'est vrai. Je voulais bien rebondir sur ce qu'elle a dit, parce que je trouve qu'il y a un truc qu'on ne dit pas là, et je trouve que par rapport à comment on gère nos relations amoureuses et tout ça, c'est vachement aussi lié à ce qu'on a vécu dans l'enfance et à nos parents aussi, ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que si, évidemment, nos parents se sont déchirés toute leur vie, ou nous, dans les à-côté familiaux, on a vécu des scénarios comme ça, enfin, c'est une énorme influence aussi dans ce qu'on va répéter, ce qu'on va vivre aussi de notre côté. Donc, c'est pas vraiment que ce qu'on ingère dans la société, c'est aussi ce qu'on a vraiment vécu. Et je sais que moi, par exemple, j'ai eu des parents où il y a un couple très souffrant et très violent dans les mots, dans les rapports et tout. Et ça m'a pas du tout aidé, moi, à au début, générer des rapports simples d'amour. Donc, en fait, il y a aussi ça qui a un vrai impact. Et c'est bien de s'en rendre compte aussi, de se dire que c'est pas juste quelque part, mais que parfois t'es obligé de passer par ce scénario-là, ou en tout cas de déconstruire ce scénario-là, quoi. Après, très honnêtement, j'en parlais tout à l'heure avec mon meilleur pote qui est en régie, qui est venu assister à l'émission. Moi, j'ai eu un modèle parental de parents qui sont ensemble depuis la nuit des temps, qui s'aiment beaucoup, et il n'y a pas vraiment de vague, franchement, ces trucs. Et pour autant, étant né en 1995, donc ayant été préado entre, disons, la deuxième moitié de la décennie 2000, où il y avait justement Skins, où il y avait Gossip Girl, tout ça. Enfin, on avait vraiment l'impression, notamment dans Skins, il y avait le personnage des filles qui était dans un triangle, même dans un carré amoureux et tout. T'avais l'impression que en tant que femme, il fallait être esthétique. Il fallait toujours incarner quelque chose d'esthétique, peu importe ta santé mentale, si ça te traîne aux confins de la folie, peu importe ta santé physique, avec notamment les troubles alimentaires. À cette époque-là, on est en plein dans l'héroïne chic, etc. Et moi, je sais que du coup, ça m'avait complètement matrixé ma façon de concevoir l'amour, que j'ai réussi à nouveau, enfin, à re-rendre saine après des années compliquées, je dois le dire. J'ai beaucoup parlé sur les réseaux. Mais... clairement, on peut rappeler quand même qu'un tiers des victimes de violences conjugales ont moins de 25 ans. Enfin, c'est un vrai fléau d'adolescentes mineures qui se retrouvent dans des situations, des relations violentes, d'emprise, et qui n'ont absolument aucun moyen de s'en sortir parce que pas d'autres scripts disponibles, pas d'autres représentations, visibilité, et surtout des politiques publiques qui passent totalement sous le radar de cette population particulièrement victime de violence. Et tout ça, c'est construit par cet imaginaire romantique de l'amour qui fait mal, des hommes qui sont absents, violents, mais qui sont du coup considérés comme sexy en étant ténébreux et juste maltraitants, en fait. Et tout ça infuse vraiment les relations, et d'autant plus, effectivement, quand on grandit dans un foyer qui est conflictuel, qui est violent, on n'a pas d'autres représentations de ce que c'est l'amour, un couple sain, une relation qui fonctionne et qui dure. Mais quand on n'a que ces référentiels hyper cinématographiques, justement, comment ne pas confondre toxicité, etc., c'est des notions dont on parle beaucoup actuellement, et la simple sortie de l'enchantement après les premières semaines, les premiers mois, où en fait on enveloppe la personne en face d'un halo rose sans forcément l'aimer pour ce qu'elle est. Moi, je pense qu'il faut beaucoup de dialogue. En fait, c'est vraiment, tout est basé là-dessus, c'est sur la communication avec ton ou ta partenaire, c'est de vraiment dialoguer, quoi, de mettre les choses à plat, de faire table rase et
d'y aller ensemble ou pas, mais je pense que ça fait partie d'une bonne relation. Et saine, c'est la discussion, quoi. C'est qu'est-ce que tu penses, mec ou meuf. Mais du coup, il faut aller à l'encontre de cette exigence de mystère. À un moment, il faut casser le mystère, Bien ouais. sûr. Parce que je pense que ça fait partie aussi d'un couple. Tu peux être un peu mystérieux, tu peux amener un peu de romance et un peu de, tu vois, même si c'est pas nécessaire. Mais ça peut arriver, ça peut être cool pour la personne ou le partenaire que tu as envie. Mais en tout cas, je trouve que en fait, ça dépend vraiment les situations, les types, et il n'y a pas de nécessité à être mystérieux dans l'amour. Tu peux être très franc, tu peux être très direct avec la personne avec qui tu parles. Si la personne en face est réceptive à ta manière d'aborder les choses, ben, les choses se passeront bien. Mais je pense qu'on revient toujours sur la base, le dialogue, quoi. Discuter. Après, il y a même quelque chose d'hyper satisfaisant. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table, mais dans le moment, justement, dans la relation, où tu commences à te rendre compte qu'en fait, tu connais vraiment la personne et que tu l'aimes vraiment pour ce qu'elle est, même si c'est moins peut-être idyllique que les débuts où on romance complètement tout. Mais je trouve ce qui est trop beau, c'est de pouvoir être avec une personne en silence et de pas être gêné de ce silence et de pouvoir juste apprécier la présence de la personne qui se trouve à côté de soi et de se dire ça, c'est un moment où on n'a même plus besoin de parler, c'est bon. On s'est tout dit, on se comprend. Là, on a un moment où on vit un moment solitaire à deux et il y a une plénitude et un calme qui s'installe entre les deux personnes et ces deux personnes vivent quelque chose de super fort alors qu'elles parlent même pas entre elles, quoi. Oui, genre quand tu te rends compte que c'est chouette même d'aller aux courses ensemble ou de faire marcher dans la rue ensemble, faire des trajets utilitaires et tout. Et parce que justement, dans la série Gossip Girl, qui avait quand même pas mal... Enfin, il y a encore maintenant, 20 ans après, beaucoup d'édits sur TikTok, donc c'est utilisé en référence, etc. Il y a cette relation extrêmement toxique avec le personnage de Chuck, qui quand même, dès le premier épisode, essaie de violer 2 filles différentes. Donc le mec est quand même... Voilà. Dont pas mal de meufs étaient amoureuses à l'époque de la diffusion de la série. Sachant qu'il était même pas beau en plus. Enfin, c'est ça le truc. Non, mais oui, c'est... Bref. Il y avait Nate qui était plus beau... objectivement selon les standards de beauté et tout, mais Chuck était préféré parce que c'était un connard. Et à un moment ils ont cette discussion, donc les deux personnages principaux, Blair et Chuck, où Chuck lui dit écoute, il faut qu'on arrête parce que de tous les cas là oui on s'est dit qu'on s'aimait, c'est cool, mais en fait on va rien pouvoir faire de concret parce qu'on peut pas imaginer Blair et Chuck vont au cinéma, Blair et Chuck sont les mains, parce qu'en fait ils n'arrivent pas à imaginer du quotidien et ça semble bien peu finalement romanesque. C'est triste en vrai. Oui, puis on a vraiment grandi avec ça quand même. Quand on repense, on a à peu près le même âge, toutes ces teen séries fin des années 2000, début des années 2010, c'est toujours des espèces de bandes d'amis qui couchent tous ensemble, mais dans des scripts hyper hétéronormés. Aujourd'hui, heureusement, on a des teen séries qui sont un peu plus diversifiés, avec déjà plus de personnages queer, mais aussi d'autres arcs narratifs que simplement la mise en couple ou la romance ou le sexe, mais des belles histoires d'amitié, des vies qui sortent un peu de ces schémas-là. Donc j'ai l'impression quand même qu'on y arrive doucement, mais avec des nouvelles représentations des plateformes, on en vient enfin à sortir de ces teen romances totalement surréelles avec des acteurs qui ont 25 ans pour jouer des gamins de 15 ans. Ils sont beaucoup trop bien habillés, beaucoup trop sapés. Et qui là, ça va être ça, maintenant qu'il va y avoir la reprise des tournages. Qui crée des complexes de fou aussi, quoi. On se dit, c'est ça une meuf de 16 ans, elle doit s'habiller comme ça, elle doit déjà avoir couché, elle doit... déjà être aussi sûre d'elle alors qu'à 16 ans t'es bourrée de complexes et t'es pas du tout à ce niveau-là de ta vie, quoi. Nash, tout à l'heure tu citais le film Eternal Sunshine of a Spotless Mind et tout de suite sur Move on va s'écouter un titre de la bande son, The Corgis, Everybody's Got to Learn Sometimes. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Merci d'être toujours là si vous nous écoutez depuis le début de cette émission à 19h. Une émission sur les comédies romantiques avec mes invités Anne-Olive Victoire, Nash, Alice Rebaud et Senamo. Et on parle beaucoup du coup de ce qu'on voit dans ces films, dans ces comédies romantiques, dans ces séries romantiques également, et de ce que ça peut avoir comme conséquence. Et justement, la question que ça me fait venir, c'est un peu... du coup, la mise en scène qu'on a peut-être envie de faire parfois de nos propres récits amoureux. Je m'explique, peut-être parfois faire des actions parce qu'on pense déjà aux souvenirs qu'elles vont créer, ou aux réactions qu'elles vont susciter, puis peut-être aussi quand on va raconter justement nos péripéties amoureuses, un peu les romancer parce que finalement ça fait vibrer tout le monde et c'est agréable à écouter et c'est agréable à transformer au fil des récits. Enfin, est-ce que ça vous
Ça vous parle, cette idée? Nash, je t'ai vu hausser la tête. Ouais, complètement. Complètement, mais c'est aussi pour soi qu'on le fait, je pense, parce que je pense qu'on a besoin de poétiser nos vies aussi, de rendre un peu nos vies extraordinaires aussi à des moments, je pense. Et parfois, voilà, quand on éprouve des choses et tout, on se raconte parfois des trucs, ou en tout cas qu'on perçoit nous à notre manière, l'autre n'a pas du tout perçu ou ressenti la même chose, mais en fait on se raconte un peu notre movie, quoi, on se raconte un peu notre film et tout, et donc on le raconte parfois hyper sincèrement, mais sauf qu'on l'a romancé à notre ressenti, quoi. Mais donc c'est pas peut-être exactement ce que l'autre aurait perçu. Il y a une même situation peut être perçue d'une manière différente. Mais c'est comment on se raconte à soi, voilà, c'est la manière dont on le raconte aux autres aussi, quoi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que des fois, on essaie en fait il n'y a que des trucs qui ont été quand même un peu prévus, et on va essayer de faire comme si tout avait été fortuit et que c'était une grande histoire de destinée et qu'on n'est pour rien et l'amour nous est tombé dessus. Vous êtes déjà arrivé de vous mettre dans ce genre de configuration? De jouer des patterns où tu crées des Exactement. situations les unes après les autres en pour mode, arriver en waouh, mode mais il y a une bague devant moi. Nous que tout opposé. Est-ce que tu veux m'épouser? Je sais pas, moi ça fait un peu piège, j'ai l'impression de faire ça. Après, si t'es avec une personne en couple depuis longtemps et que t'as prévu de faire un truc de mariage, je trouve qu'il y a une symbolique qui est gaulerie de créer tout un truc autour. C'est beau, c'est mignon, et pour les gens qui veulent faire ça, je trouve ça marrant. Après, c'est pas un délire dans lequel je serais initialement, mais j'ai des potes qui m'ont déjà dit ouais, vas-y, aide-moi à créer un effet de surprise quand je vais demander ma femme en mariage, etc. Elle va se retourner, puis vous serez baissés, hop, je vais lui dire... Technique. Ouais, il y a vraiment un truc super technique, il voulait créer vraiment un truc très précis, et au final, je trouvais ça super mignon et touchant. C'est l'attention que tu accordes à l'autre, quoi. Bien sûr. Toi, Anne-Lie, t'as déjà essayé d'amener des gens sur un paquebot, par exemple? Non, mon rêve. Non, mais par exemple, moi je pense à la question des influenceurs sur TikTok ou Instagram en couple qui mettent en scène leur vie personnelle, voire intime, où on a quand même parfois des insights hyper intimes de leur vie. Et faut s'imaginer un peu la mise en scène de... tu as cette vidéo de ces deux personnes qui s'embrassent, mais d'abord elles ont dû poser le téléphone, elles ont dû appuyer sur le bouton enregistrer, tourner la scène, couper. Enfin, c'est hyper angoissant en fait quand tu y repenses. Tu te dis mais en fait c'est pas du tout naturel, quoi. C'est que de la mise en scène, et tu les vois ces influenceurs qui opèrent en couple, du coup qui font des OP de marketing ensemble, qui vendent des produits ensemble. Qu'est-ce que c'est leur vrai couple, quoi? C'est quoi leur vraie relation? Parce qu'ils sont du coup partenaires de travail. Enfin, mais ils mettent en scène. Ces gens ils se cherchent, j'ai l'impression. Tu cherches un partenaire de travail et qui sera corda d'être amoureux avec toi et de jouer une mise en scène devant des gens, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ça crée de nouveaux standards. Il n'y a pas ce hashtag couple goal, du coup. Bien sûr, Bien sûr. C'est effrayant, et surtout... Puis si tu te sépares, t'es dans la merde. C'est comme si tu partages un appart à Paris, quoi. T'es foutu. Tu perds ton business, mais c'est ouf. Et ça, c'est vraiment lié à tout l'univers de la pipolisation, un peu des couples d'artistes cultes. Donc, je me souviens des années 2000, on avait Johnny Depp, Vanessa Paradis, Vincent Cassel, Monica Bellucci, et toujours dans les médias, t'as un peu les 10 couples cultes, Angelina Jolie, Brad Pitt, bien sûr. Et en fait, quand ces gens-là se séparent, ils perdent un peu toute leur espèce de DA de couple parfait comme les Beckham et ça c'est vraiment un truc dont on a hérité avec les influenceurs TikTok, Insta, sur les réseaux sociaux, de mise en scène people de ta vie, tes enfants, ton foyer, ta déco, et que tout devient marketing, tout devient vendable, quoi. Tu pars en vacances, c'est sponsorisé, les fringues c'est sponsorisé, ta déco d'appart c'est sponsorisé. Moi je me souviens d'une influenceuse, j'ai vu chez elle, son scotch était sponsorisé, quoi. Elle était merci à Scotch pour les rouleaux pour refaire mon appart. Après, j'avoue un truc, pour être peut-être du coup la plus dans le monde de l'influence, de la tablée. En vrai, quand tu commences à découvrir que tu peux avoir des trucs gratuits. Moi, je ne fais pas parce qu'en fait, j'ai la honte d'envoyer des messages à des marques et tout, mais je sais qu'il y a plein de gens qui le font et je ne juge pas. En fait, tu as l'impression d'avoir le cheat code des Sims et que tout devient gratuit, tu vois, du coup. Ouais, puis donc c'est ouf. Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui rentrent dans cette matrice, parce qu'absolument tout devient gratuit. Ça veut dire même, j'en sais rien, tu peux trouver un partenariat avec Auchan pour avoir tes courses. Et puis ça devient un truc de famille, quoi. Tu mets en scène tes enfants, tu reçois des fringues gratuits, des jouets, etc. Enfin, on a vraiment des cas de mamans sur YouTube qui ont quand même été condamnées par la justice pour mise en danger de leurs enfants après avoir participé à toutes ces OP de marketing. Donc
qu'on peut vraiment virer dans un truc hyper glauque et toxique de mise en scène de son intimité perso et qui, bien sûr, se joue sur le couple avec tous ces adolescents, parce que c'est quand même vachement des adolescents qui consomment ces contenus, qui voient ces couples qui s'embrassent, qui sont posés langoureusement sur un banc, qui se regardent avec des petites musiques sur TikTok et ils commentent oh là là, couple goal, j'aimerais trop être comme vous, j'aimerais trop trouver ça, sans avoir le recul nécessaire pour voir que ce n'est que de la mise en scène, quoi. Alice, toi, de par ton poste finalement de vigie un peu au monde et d'observatrice de toute la société actuelle, est-ce que t'as l'impression que justement toutes ces nouvelles normes imposées par les réseaux sociaux peuvent influencer les récits amoureux ? Ah bah oui, clairement. Je pense que très clairement, et notamment tous les challenges qu'on peut voir sur TikTok, Instagram, qui s'apparentent parfois à des récits de contraintes, justement, hyper malaisants, mais qui ne sont pas présentés comme ça, qui sont présentés comme marrants. Comme par exemple, je me souviens, il y a quelques temps, il y avait un challenge où il fallait ton conjoint te tirer du lit comme ça, tirer violemment sa conjointe. Quand elle est en train de dormir ou un truc d'un genre. Enfin, vraiment, le truc, les gens le font à l'infini sur TikTok, comme si c'était drôle, alors qu'en fait, c'est pas drôle du tout. Et je crois que tout ça vient vraiment infuser. Et aussi, toutes ces influenceuses aussi qui racontent parfois un imaginaire de l'amour hyper toxique où elles ne pensent qu'à leur conjoint, où elles disent mon conjoint est parti, mon copain est parti depuis 30 minutes, limite je vais me couper les veines parce que c'est horrible, je sais plus quoi faire de ma vie. Ça en fait ça participe aussi à en plus de toutes les comédies, de toutes les séries, etc. qu'on voit qui continuent à avoir ce pattern là, à modeler nos imaginaires, parce qu'en fait nos comportements sont aussi beaucoup modelés par ce qu'on voit, à la fois les fictions, mais aujourd'hui, beaucoup les réseaux sociaux. On a beaucoup aussi glorifié la dépendance. Oui, totalement. Sur une note plus joyeuse, j'ai demandé à ma communauté, du coup, s'ils avaient déjà vécu des scènes de films. Alors, évidemment, j'ai énormément de baisers sous la pluie. Voilà. J'ai un garçon qui me dit marcher avec ma crush sous mon parapluie jusqu'à l'église où elle devait jouer de l'orgue. J'ai un baiser plein de larmes à l'aéroport, ça compte. Je pense que ça compte. Un mec qui m'a fait tournoyer dans la rue devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on était beau. Alors là, on a peut-être un truc qui va te faire réagir, justement, Alice, sur disait crier qu'il m'aime, veut faire sa vie avec moi devant une terrasse pleine en bas de ma fenêtre. Ah non, mais ça, il faut pas faire ça. Red flag. Il faut pas faire ça. Ça et les demandes en mariage en public, il faut pas faire ça, les amis. Ne faites pas ça. C'est terrible, ça. La prise d'otage, quoi, non, vraiment. Alors, autant je peux avoir une larme, je l'avoue, qui me vient quand je vois des gens, même dans la vraie vie d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé d'en croiser, mais en tout cas sur les réseaux sociaux, qui sont là, qui attendent tout seul avec un bouquet de fleurs et la personne ne vient pas. Ça me rend triste, mais je me dis toujours qu'est-ce que la personne a fait derrière, on sait pas trop, voilà. Mais les demandes en mariage en public, c'est terrible. Ouais. C'est des prises d'otages je suis totales. d'accord. Je suis d'accord. Pendant les concerts aussi, ça arrive, ça, parfois. C'est horrible, Ah ouais, c'est vrai. Ouais, des gens qui montent Terrible. pour demander en mariage. Tu dois être dans une gêne. C'est un peu gênant, ouais. Puis c'était obligé de dire oui, quoi, devant tout le monde. Il y a une vidéo qui avait beaucoup circulé sur Twitter il y a quelques années qui était hilarante. C'était au concert d'Attic. Et il chantait une chanson d'amour, je sais pas laquelle. Et en fait, il descend de la scène. Et donc, il est avec le public. Et là, il y a un cercle qui se forme. Et au milieu, tu as deux personnes qui commencent à se demander en mariage au milieu du cercle. Et je peux pas, quoi. Mais c'est aussi, ça me fait monter des frissons un peu. Mais il y a aussi une grosse trend dans les concerts de Taylor Swift, sur la chanson Love Story, où il y a beaucoup de demandes en mariage. Évidemment, en plus, les gens se filment, donc c'est hyper public le truc. Et c'est vraiment un passage de la chanson Love Story où t'as vraiment le mec s'agenouille à ce moment-là et t'as tous les filles autour qui hurlent. Et ça, c'est vraiment une espèce de trend aussi qui est née avec tout l'engouement autour de Taylor Swift, tous ces concerts de 3 heures là, sur le Taylor Swift Era Tour. Et ça, c'est un vrai truc aussi, quoi. Et en plus, c'est filmé, et après, tu partages ça, et she says yes. Et she says no, qu'est-ce qui se passe? C'est pas partagé, là, justement, là, j'ai un témoignage. Pétales de fleurs de l'entrée jusqu'au salon, bouquet de roses avec bague dedans, j'ai dit non. Voilà. Est-ce qu'une personne autour de la table peut battre en termes d'avoir vécu une scène de film la personne qui m'a dit « J'ai rencontré ma femme sur un marché de Noël
Comme dans les films de M6. J'adore. Là, quand même, on a du lourd. Avec la pomme d'amour et le chocolat chaud. Je te jure, vraiment. Incroyable. Puis tu fais tomber tes achats par terre et la personne veut ramasser et tu te cognes. Senamo, t'as un grand sourire, donc si t'as des histoires à nous raconter dignes de scènes de films. Non, moi justement, elle me faisait sourire toutes ces scènes parce que je me les imaginais en tête et je me disais putain, c'est hyper visuel. J'ai pas vécu ça, moi. J'ai pas de moment où la pluie tombe et je suis là et j'embrasse. Pourtant, à Bruxelles, tu. Ah oui, avec oui, toutes les chances de ton. mais toutes les tu chances la de ton fouilles en côté. fait. Tu restes pas sous la Bah pluie oui. pour embrasser ta partenaire ou alors t'es dans un la pays mènes au chaud. parc de Tu vois ce que forêt, je... Non, mais c'est. balade. En fait, quand il fait froid plus la pluie, ça met un peu un truc de distance où t'as juste envie de te casser de cet endroit-là, quoi, et pas rester pour l'embrasser et faire un c'est film. vrai, c'est vrai. Bah oui, c'est un peu. Ça peut être romantique, mais c'est un peu moins agréable, tout simplement. Moi, j'ai moins une funky. histoire un peu drôle. Storytime, Annelie. C'était, je sais plus, il y a quelques années où je suis allée à l'Arc de Triomphe pour. Tu sais, c'était pour l'expo. Non, tu sais, quand ils ont emballé l'Arc de Triomphe. Ah oui, ça avait fait un scandale, saccage non, Paris. C'était pas tout ça. JR, ouais, c'était Jeanne-Claude et. Je me souviens plus son nom. J'ai que la femme. Et là, il y avait du coup une fille sous l'Arc de Triomphe. Et. Je vais vraiment dire comme si c'était un film. Nos regards se sont croisés et j'ai trébuché à ce moment-là. Genre vraiment, je j'ai pas vu sur quoi je marchais. En plus, il y a des pavés sous l'Arc de Triomphe. Parce que ton regard était trop aimanté. Ouais. Wow. Et je suis vraiment tombée et je me suis dit, ok, j'ai un peu de deux solutions. Parce qu'en plus, elle a rigolé, évidemment. Soit je me casse et je cours pour loin, quoi, de mort de honte. Soit je vais lui parler. Et c'est ce que je fais, je suis allée lui parler. Et en fait, la pauvre, elle travaillait, elle était médiatrice culturelle. Donc, je me suis dit, bon, ça se fait pas trop de draguer les gens sur le lieu de travail. Enfin, c'est quand même vachement désagréable. Bien sûr. Mais je l'ai quand même fait. Et on est sortis ensemble après. Ah, waouh! Ça a vraiment marché. Et du coup, quand les gens nous demandaient comment vous êtes rencontrés, je lui ai dit, je l'ai vraiment abordé dans la rue, quoi. En Je l'ai abordé. trébuchant, Du quoi. coup, ça En existe trébuchant. vraiment, ça. Bah ouais, mais je pense qu'il faut un peu l'audace de le faire. Il faut l'audace de le faire et surtout le faire bien parce que ça peut vite tourner au harcèlement de rue très très vite. Donc ouais, je dirais le faire bien et accepter de se prendre un stop. Accepter le bâche, savoir le sentir et partir. Exactement. Quoi. Et pour fêter cette sublime histoire, on va écouter une chanson non moins sublime qui peut-être passe pour la première fois sur Move. C'est Whitney Houston dans une reprise dans le film Bodyguard. I will always love you. Mais vraiment, Sarah, quel plaisir de pouvoir mettre ce type de musique sur Move grâce au thème de ce soir que vous connaissez depuis 19h déjà et que je vous apprends si vous nous rejoignez tout juste, les comédies romantiques. Et j'en parle avec mes invités Senamo, Alice Rebaud, Nash et Annelie Victoire. Et j'aimerais qu'on revienne sur un truc quand même parce qu'on a pas mal évidemment critiqué les comédies romantiques, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence avec d'autres styles cinématographiques. Et j'aimerais qu'on voit cette différence à l'aune de quelque chose, d'une perspective un peu féministe, qui est le test de Bechdel. Le test pour voir la représentation des femmes dans un film. Ce test repose sur 3 critères. Donc, qu'il y ait au moins 2 femmes nommées, donc on connaisse le nom et le prénom dans l'œuvre. Deuxième chose, 2 femmes qui parlent ensemble. Et troisième chose, 2 femmes qui parlent ensemble de quelque chose qui est sans rapport avec un homme. Et ça, est-ce que c'est pas peut-être plus fréquent dans des comédies romantiques au stade initial ? Avant qu'il y ait justement un homme qui vienne... Il arrive vite quand même, généralement. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce qu'en fait, en regardant à nouveau les informations sur ce test de Bechdel, je pensais aux films d'action notamment, où vraiment, pour le coup, quand tu prends James Bond, la femme est vraiment figurative. Est-ce qu'on arrive à avoir, justement, Alice, on va pouvoir parler ensemble de la notion d'amitié. Est-ce qu'on arrive maintenant à avoir des comédies qui seraient un peu hybrides entre la comédie romantique et finalement le film d'amitié? On pense à des films qui sont arrivés après les années 2000 comme Tout ce qui brille. Est-ce qu'on arrive à avoir de nouvelles représentations? Oui, et notamment dans l'espace sériel, je crois que c'est vraiment là qui est un peu un laboratoire des nouvelles narrations, avec de plus en plus l'envie justement de raconter d'autres formes d'amour, de présenter des amitiés qui sont pas que des soupapes du couple ou des salles d'attente finalement, même si bon, c'est encore un petit peu timide, mais on a des séries comme Insecure par exemple, comme voilà, ça me vient même pas en tête, tu vois, il y en a tellement peu, mais voilà, des séries où notamment qui mettent en scène des amitiés féminines qui se valent pour elles-mêmes, ce qui fait quand même plutôt du bien et ce qui en plus répond
à une vraie envie finalement du public. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps de UCLA qui montre que la moitié des jeunes de moins de 24 ans sont un petit peu lassés des romances, voudraient voir moins de romances à l'écran et plus de fiction autour de l'amitié notamment, qui est quand même beaucoup moins représentée encore aujourd'hui à part entière. Donc voilà, on a un boulevard, si vous voulez, si des scénaristes nous écoutent, on a vraiment un boulevard qui peut même être un vrai objet commercial intéressant et du moins si ils ne viennent pas remettre d'autres imaginaires toxiques sur l'amitié, comme ils ont pu le faire finalement avec la romance, ça pourrait être vraiment super. Et à l'aune de cet éclairage d'Alice, c'est Namo, Anneline Nash. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des références de films sur l'amitié ? Ou c'est vraiment beaucoup plus compliqué à trouver que les films sur la romance ? Oui, mais souvent c'est des petit peu quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de romance après derrière. Et puis souvent c'est des, tu remarqueras, c'est souvent des animaux ou des c'est pas humanisé, ou des jouets dans les Disney notamment quand c'est des relations d'amitié. Ça peut changer avec les derniers Disney, mais c'est vrai que Toy Story, Rox et Rookie, en fait c'est un peu les c'est friendly quoi. En amitié, mais c'est très bizarre de voir que finalement c'est pas des humains. Donc c'est dur peut-être de se projeter aussi. En tant qu'enfant, par exemple, quand on voit ces amitiés-là. Ouais, je pense qu'il y a une difficulté, hein. Forcément, vu que c'est pas humain, tu te dis, voilà, mais je pense qu'il y a quand même... Disney, ils ont mis un mot d'ordre à avoir des traits très humains sur justement les animaux pour les humaniser, faire en sorte qu'il y ait vite un parallèle qui soit fait, à se dire, en fait, moi, c'est moi, Rox, moi, je suis plus Rookie. Tu vois, tu peux vite le faire, je trouve. Ouais. Mais je trouve tout ce qui brille, c'est vraiment un excellent exemple du film d'amitié Soror entre femmes. Donc Géraldine Nakache et Leila Bekti qui sont en plus meilleures amies dans la vraie vie. Voilà, c'est le premier film qu'elles tournent ensemble. C'est vraiment leur début de carrière et elles explosent là-dessus parce que c'est un film en plus qui traite de tellement d'autres sujets que juste l'amitié, qui parle de ne pas vivre à Paris, de un peu faire semblant, de deux femmes racisées qui viennent de la banlieue, qui aimeraient un peu faire partie de tout cet univers bourgeois, bling-bling, des boîtes de nuit, de la hype, de la fashion parisienne, et qui vont essayer de faire semblant au péril de leur amitié, mais au final, c'est quand même l'amitié qui gagne face à la romance avec un type nul. Donc ça, c'est un excellent film de français, et quand on sait en plus l'histoire des actrices, je trouve que ça l'ancre d'autant plus dans un imaginaire d'amitié qui dure sur le long terme. Et en termes de séries un peu plus récentes, on peut citer Heartstopper sur Netflix, qui certes est quand même une série de romance, mais qui met quand même en avant l'histoire d'un groupe d'amis qui se soutiennent les uns les autres, qui évoluent ensemble dans leurs amitiés. Et ça aussi, c'est quelque chose... Ça fait partie des nouveaux récits qu'on voit de plus en plus arriver, notamment sur les plateformes, parce qu'ils ont compris, comme tu disais Alice, l'intérêt aussi commercial d'avoir des séries qui sortent des schémas hyper toxiques de rivalité, de vengeance, d'amour passionnel, etc., vers des choses beaucoup plus douces, beaucoup plus saines, et qu'on apprécie beaucoup plus à l'écran finalement. Et j'ai bien aimé d'ailleurs la dernière saison de Sex Education sur ce thème-là, parce qu'on voit vraiment l'amitié entre Otis et Eric qui se joue vraiment dans le quotidien, en fait, où ils ont des difficultés finalement à communiquer, et où ils vont apprendre finalement l'un l'autre à arriver à poser des mots justement sur ce qui peut se passer mal finalement dans leur relation. Et je crois qu'on manque beaucoup de ces représentations-là dans l'amitié, de savoir comment on entretient une amitié, comment on la répare, parfois aussi comment on rompt, parce que les ruptures d'amitié sont très peu représentées. Donc en fait, finalement, on en vient parfois à faire un peu du ghosting, donc c'est-à-dire un peu à disparaître et à laisser la relation se déliter d'elle-même, ce qui peut être extrêmement douloureux en réalité, parce que les ruptures amicales peuvent être tout aussi douloureuses que des ruptures amoureuses. Et je crois qu'on gagnerait à avoir de nouveaux récits, simplement pour avoir des représentations en fait, finalement, sur comment on fait amitié, parce que ça ouvre énormément de portes. Mais en plus, toi, tu parlais, t'en as parlé en début d'émission, mais au sein du livre, tu parles de faire famille, de pouvoir aussi également vieillir ensemble. Tu parles de personnes qui ne sont absolument pas en couple, en tout cas romantiques, qui choisissent de vieillir ensemble. C'est intéressant ça quand même. Enfin, tu vois, c'est des trajectoires de vie. Pourquoi cette représentation de d'autres formes d'amour que l'amour romantique, passion, tout ça, ça surprend?
Parce qu'on a aujourd'hui une forme d'obsession pour l'amour romantique qui a commencé à se forger notamment au 19e siècle avec cette idée que ça devait être la seule source d'accomplissement, la seule source de bonheur, ce qui permettait aussi de manière très très pratique de contenir les femmes à l'intérieur du foyer en se disant que c'était là qu'elles trouveraient leur bonheur avec toutes les tâches aussi qui leur étaient attribuées au sein du foyer, les tâches éducatives, les tâches domestiques, etc. Donc éviter qu'elles se dispersent un petit peu à l'extérieur. Et les amitiés sont des dispersions, en fait, finalement, de tous ces rôles-là qu'on attend, notamment des femmes. Oui, effectivement, moi, je raconte aujourd'hui, justement, des personnes qui décident de repenser, finalement, la place de leurs amitiés, les remettre au centre de leur vie, penser d'autres manières de faire lien, de faire solidarité, de faire famille. Et sur ça, on a peu de représentation, même si ça commence un peu. Je pense par exemple à la série Pause qui est notamment sur Netflix de Ryan Murphy qui met vraiment au cœur la question de la famille choisie, de la famille choisie dans cette communauté ballroom de New York des années 80 avec des personnages queer qui ont des amitiés incroyables, qui se soutiennent, qui vivent en fait même parfois sous le même toit, sans que l'amour romantique disparaissent non plus, parce qu'en fait il y a aussi l'amour romantique, mais juste en fait il y a plus de hiérarchie finalement entre tous ces liens-là. C'est pas forcément le couple ou leurs romances qui sont les plus importantes, leurs amitiés comptent tout autant, et je pense que voilà, c'est un beau projet dont on peut aussi s'inspirer pour nos vies à nous et surtout pour nos sociétés en fait. Toi, Naj, tu arrives à concevoir dans la vie que l'amitié puisse justement avoir des vertus que l'amour n'arrive pas toujours à apporter? Bah oui, évidemment. J'ai une amie, par exemple, là, qui attend un enfant, qui a décidé d'avoir cet enfant avec un ami. Et c'est magnifique ce qui se passe entre eux, vraiment. Et cet enfant, il arrive et je pense qu'il va être hyper bien accueilli. Et les belles familles s'entendent... Enfin, les belles familles, on peut dire ça comme ça, parce que c'est pas ça vraiment, parce que c'est pas des belles familles, mais s'entendent très bien. Les familles s'entendent très bien. Et donc, ils font famille sans être en couple. Et ils ont leurs histoires d'amour à côté. Et ils sont très heureux, quoi. Il y a un équilibre hyper harmonieux. Et je pense que potentiellement, cette association peut durer peut-être beaucoup plus pérenne peut-être aussi. Bien sûr, parce que c'est détaché des passions justement. Exactement. De certains gens donc évidemment, c'est même pas que je le pense, c'est que je le vois et que je sais que c'est possible, quoi. C'est de beaux récits. Senamo, tu vas nous faire un petit live. On va juste écouter une musique avant le temps 2. Est-ce que tu peux nous redire la chanson que tu vas nous chanter ce soir? Ce sera Sadhguru du projet Un cauchemar avant le jour d'après. Donc ton nouveau projet sorti il y a une semaine? Ouais, c'est ça. Une semaine tout pile. Une semaine tout pile. Je voulais pas être celui qui t'annonce les mauvaises nouvelles. Putain, chaque nuit je clique sur ton profil pour savoir où t'es. Je fais le gars qui gère, mais avec toi, bizarre, je suis maladroit. Et goddamn, c'est triste, j'esquive la vérité, je veux pas la voir. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bye, 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 bye. Yeah, yeah. Yeah, yeah. C'est triste, les larmes s'effacent plus vite que les douleurs dans mon cœur. Seul dans mon lit, je vois l'horloge qui tourne, ça craint, j'attends mon heure. J'ai laissé tout derrière moi, sans même leur dire au revoir. C'est la merde ces derniers mois, je te dis je t'aime une autre fois. Je sais pas si tu vois, mais nos rêves s'échappent. Et puis je suis pas là pour tout te raconter. Je suis enfin parti pour le vrai départ. Et puis je sais même pas si tout ça comptait. Je sais pas si tu vois, mais nos rêves s'effacent. Et puis je suis pas là pour tout te raconter. Je suis enfin parti pour le vrai départ. Et je sais même pas si tout ça comptait. Je voulais pas être celui qui t'annonce les mauvaises nouvelles. Putain, chaque nuit je clique sur ton profil pour savoir où t'es. Je fais le gars qui gère, mais avec toi, bizarre, je suis maladroit. Et goddamn, c'est triste, j'esquive la vérité, je veux pas la voir. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bye, 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 bye. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bye, 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 bye.
Et c'est déjà la fin de ce tunnel que vous pourrez évidemment retrouver en replay sur toutes vos plateformes et sur YouTube et sur le site Radio France comme chaque semaine. Merci de nous avoir écoutés et merci surtout à mes 4 invités de m'avoir rejoint autour de cette table. Je vais peut-être vous laisser un petit mot de la fin pour que vous nous parliez encore de vos actualités. Et ma foi, une petite carte blanche. Alice, je commence par toi, Alice Rebaud. Oui, donc moi j'ai sorti il y a 2 mois de ça maintenant Nos puissantes amitiés aux éditions La Découverte, donc qui est un essai autour de ces amitiés qu'on pourrait remettre au centre de notre vie avec de multiples récits justement assez inspirants de personnes qui décident de faire famille, de faire lien autrement et c'est dans toutes les bonnes librairies. Et où est-ce qu'on peut te suivre, Alice ? On peut me suivre sur Instagram, Alice Rebaud, tout simplement. Et merci beaucoup, Alice, pour cette présence ce soir. Merci pour ton invitation. Senamo, quels sont les projets à annoncer et où est-ce qu'on peut te suivre ? On peut me suivre sur Instagram, à Senamo, SENAMO. Sinon, mon projet Un cauchemar avant le jour d'après est sorti il y a une semaine maintenant, donc allez l'écouter, tendez-y une oreille. Et ça parle de désillusion, d'amour perdu, de désespoir, mais aussi d'espoir et de lendemain plus beau et de bout du tunnel lumineux, je dirais. Eh bien, en plus, c'est une bonne double métaphore pour le Totalement. bout du tunnel. Merci beaucoup pour ta présence ce soir, Merci Senamo. à vous. Annelie, je me tourne vers toi. Si tu veux rajouter un mot sur cet article sur Titanic que j'adore. Article d'analyse queer sur Titanic paru dans 3 couleurs, le magazine des cinémas MK2. Titanic, voilà, on n'a pas eu le temps d'en parler. Dommage, c'est pas non plus vraiment une comédie romantique, c'est juste une grande histoire dramatique. 11 Oscars, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet dans leur début, vraiment une histoire qui continue de passionner et qui, moi, quand je l'ai vue, revue, enfant, à l'adolescence, a fait infuser plein de choses chez moi, de questions queer, notamment par rapport au genre, par rapport à la sexualité, sur ces 2 personnages qui s'aiment, en plus de manière très female gaze, quoi. Le personnage de Rose, elle décide de tout, elle est au centre du sujet, celui de Jake, est juste passager, on ne sait pas si on a envie d'être elle, de sortir avec DiCaprio, enfin c'est un espèce de mélange de troubles et qui se retrouve un peu, je crois, dans mon livre Rien à perdre qui est sorti l'année dernière, sur toutes ces questions de trouver son identité, de trouver sa voix et en même temps d'être infusé de cette culture populaire qu'on adore. Et voilà, et moi je suis en train d'écrire mon 2e roman qui sortira l'année prochaine, de la pure fiction, toujours aux éditions Stock. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, Annelie Victoire. Merci beaucoup pour ta présence ce soir, Annelie. Et je me tourne enfin vers toi, Nash. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Quels sont tes projets ? Alors, on peut me retrouver sur scène, parce que je suis en tournée en ce moment. Beaucoup, je joue énormément. J'ai plein de dates qui arrivent. Je joue tout cet été. J'ai joué à la Cigale lundi. Je rejoue à l'Olympia. La prochaine date à Paris, c'est l'Olympia. Olympia, à quel moment ? Alors, c'était marrant. La Cigale, c'était le 18 mars 24 et Olympia, c'est le 18 mars 25. D'accord. Voilà. Et entre maintenant et l'Olympia, j'ai plein de dates. Je suis en tournée tout le temps. Donc, j'invite les gens à me retrouver dans la vraie vie, en vrai. S'ils veulent me retrouver virtuellement, c'est sur Insta, NACH, Nash. Et j'ai sorti un album qui s'appelle Peau Neuve et le spectacle que j'emmène sur scène, c'est un spectacle qui s'appelle Peau Neuve aussi et qui parle donc, c'est une mue, voilà. Eh bien, très inspirant. Merci beaucoup aussi pour ta présence, Nash. Merci encore de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, 19h, jeudi, sur Move. Et je vous laisse maintenant au son de Move. C'est tout musique après moi. Salut.